Le 1er mai 2024, Amélie et Bastien vivent l'impensable pour de jeunes parents. Leur deuxième fils Léo, atteint d'un cancer, décède à l'âge de 16 mois. Pendant 13 mois, Amélie s'est battue avec son mari pour accompagner Léo dans son parcours de soins. Entre ses doutes sur la santé de son bébé, les débuts de vie difficiles de Léo et son premier bébé, d'à peine 18 mois Tom, Amélie navigue à travers un postpartum difficile et rempli d'angoisse. Depuis quasiment le début, Amélie sait que quelque chose ne va pas avec Léo et pourtant, le corps médical mettra de longues semaines avant de répondre à ses doutes. Quand l'annonce du cancer leur tombe dessus, Amélie et Bastien mettent leur vie entre parenthèses. Grâce aux dons de collègues, mais aussi d'associations, ils peuvent de manière plus sereine se consacrer à la survie de leur bébé. Comment le couple traverse cette épreuve ? Comment est-ce qu'on inclut son premier bébé dans cette aventure médicale ? Comment on survit tout simplement à la perte de son enfant ? Amélie dégage une force incroyable et une capacité d'analyse très fine pour expliquer l'épreuve qu'elle vient juste de traverser. Chaque année, 2500 enfants meurent d'un cancer pédiatrique. Septembre en or est l'occasion pour nous, du côté de la matrescence, de leur rendre hommage. Je sais que cet épisode est difficile, qu'il pourra peut-être vous remuer, alors prenez toutes les précautions pour l'écouter. On y parle évidemment de deuil et de la mort d'un enfant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Amélie. Bonjour. Je suis vraiment très contente que tu m'aies écrit pour pouvoir venir témoigner aujourd'hui parce que on est au mois de septembre et c'est le mois de septembre qui est dédié au cancer pédiatrique. Tout à fait. On appelle ça le septembre en or. Oui. Je trouve un très joli nom pour parler de la maladie qui peut toucher les enfants aujourd'hui. Et parce que tu as été directement concernée, tu vas nous parler de tes deux fils et notamment de Léo. Mais d'abord, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu quand tu as voulu devenir mère. Est-ce que c'était quelque chose de facile? Est-ce que tu l'as toujours envisagé? Comment c'est arrivé le fait que tu accueilles ton premier petit garçon, Tom? Alors, moi, je me suis mariée en 2019 avec mon mari, avec qui j'étais depuis un peu plus de 5 ans à l'époque. Le mariage était un peu, je suis assez traditionnelle dans ma vision du déroulé d'une vie. Et donc, une fois que je me suis mariée, j'ai voulu devenir mère, fonder ma famille avec Bastien, qui est mon mari. Et donc, on s'est lancé dans le projet bébé. Je suis quelqu'un qui maîtrise un petit peu tout le déroulé de ma vie. Et là, je m'étais dit, ça va venir quand j'aurais décidé que ça viendrait. Et puis, j'ai mis 1 année à tomber enceinte de Tom, donc mon premier petit garçon, que je voulais donc beaucoup. Pour moi, devenir mère, c'était vraiment l'accomplissement, de ma vie de femme. C'était vraiment un rôle que je voulais connaître. J'avais même un peu la frustration d'avoir attendu autant pour le devenir. Et Tom est arrivé donc en août. Je suis tombée enceinte en août 2020. Et donc, j'ai accouché de Tom en mai 2021. T'es encore un tout petit garçon. Exactement. 5 ans, un jeune. Exactement. Et donc, quand tu deviens maman, en 2021, est-ce que c'est un énorme chamboulement ou est-ce que c'est une bulle d'amour? Comment tu ressens ce moment-là? Alors moi, ça a été une grosse bulle d'amour. J'ai une grossesse qui s'est très bien passée. Tom est arrivé en parfaite santé. Tout se passait très bien. Mon mari, lui, il a fait une dépression postpartum, mais version papa. Ce dont je n'avais jamais entendu parler, parce que lui, il a pris plein fer le gros chamboulement dans la vie, le fait que on pouvait plus vivre de manière complètement spontanée, qu'on avait besoin d'organiser, prévoir comment faire avec un tout petit. Donc finalement, moi, ça a été vraiment... la grossesse, ça a été un cheminement vers un changement de vie. Et quand il est arrivé, ce changement de vie, je l'ai trouvé fabuleux. Je me suis vraiment accomplie là-dedans. J'étais très carriériste avant et je me suis trouvé une nouvelle raison d'être, entre guillemets, celle d'être maman. Et donc, tout a été remis en perspective, mais je crois dans les bonnes dimensions, quoi. Voilà. Et du coup, non, ça a été vraiment un très bel accomplissement pour moi, et donc à tel point que j'ai pas voulu reprendre de contraception. J'ai dit on enchaîne, j'en veux un autre vite, et je voulais plus revivre l'attente, tu vois, ce moment où tu te dis on veut un bébé et où t'attends que la nature fasse son travail. Et j'avais trouvé ça hyper déstabilisant pour moi, pour notre couple, de rentrer dans cette attente-là. Donc je m'étais dit on laisse les portes ouvertes, maintenant on laisse faire la vie comme ça, voilà. On n'était pas pressés et en même temps on n'avait pas cette espèce d'épée Damoclès de on l'a décidé, on veut que ça arrive, et voilà. Donc, je suis tombée enceinte de Léo en mars 2022. Donc, tu as eu très peu d'écart entre les deux. Ouais. Finalement, ils ont eu 19 mois d'écart.
Je suis passée par là. Je trouve que c'est intense, ces moments-là. Ça l'est, ouais. Donc, ça veut dire que tu étais encore en plein, voilà, dans un postpartum déjà de ton premier petit garçon. Ensuite, tu as eu ton deuxième. Quand tu vis ton premier postpartum, est-ce que tu rencontres quand même des difficultés ou pas du tout? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens anxieuse? Est-ce que tu te sens épanouie? Alors, j'ai eu au tout début quelque chose que j'ai nommé bien plus tard, qui s'appelle les phobies d'impulsion, que je connaissais pas. Mais je l'ai eu très, très tôt. Genre, dans les 2 premières semaines de vie de Tom. Et j'ai un peu paniqué parce que je me souviens de ne même pas en avoir parlé à Bastien en me disant, mais ça va pas d'avoir des pensées comme ça. Et plus tard, je l'ai nommé. J'ai eu ça. Et après, honnêtement, le reste, c'était assez fluide. Enfin, j'ai eu les mêmes galères que toutes les mamans, je pense. Mais c'était OK, quoi. Je me disais, c'est normal. Enfin, j'étais tellement heureuse et tellement bien que c'est pas quelque chose qui m'a mise en difficulté. Puis pour le coup, vu que mon mari, assez rapidement, lui, allait pas bien du tout, j'avoue que je pense que je me disais un peu, bon, allez, faut tenir pour tout le monde, là. Et du coup, je me suis pas du tout, enfin, en tout cas, j'ai pas eu le sentiment de perdre pied. Alors, je te rappelle juste, les phobies d'impulsion, c'est ces pensées intrusives qu'on peut avoir où on se dit, bah, là, si je prends mon bébé et que je le jette par la fenêtre, il peut mourir. Ou si je prends ma voiture et que je fonce dans un mur, voilà, c'est très déstabilisant parce qu'on a la sensation qu'on a envie de tuer notre bébé alors que ça n'a rien à voir. C'est ça. C'est juste notre cerveau qui est en train de processer ce qui est en train de se passer. Ça arrive très souvent, en fait, plus souvent qu'on ne le croit. Et on n'est pas une mauvaise mère si on a des phobies d'impulsion. Et c'est hyper naturel, en fait. C'est une prise de conscience de la responsabilité d'une vie. Et c'est le moment où on se rend compte que, effectivement, nos choix peuvent impliquer la survie de nos enfants. Enfin, voilà. C'est pour ça que notre cerveau, le temps qu'il processe cette information, il projette les images. Et voilà, il fait des scénarios. C'est ça. Moi, je crois que j'avais des phobies où je jetais par l'escalier. Ça faisait, voilà, moi aussi, tomber dans les escaliers. Je pense que l'escalier, c'est un moment crucial. Les gens qui ont des escaliers chez eux. Ça m'intéresse que tu dises que tout de suite, vous avez su que ton mari avait une dépression postpartum, c'est-à-dire qu'il a été pris en charge, vous avez nommé les choses. C'est souvent tellement tabou et ça passe inaperçu chez les hommes. Alors non, on l'a pas su tout de suite. Moi, j'ai tout de suite vu que c'était très compliqué pour lui. En fait, il arrêtait pas de me répéter, mais ça va être ça notre vie maintenant. On pourra plus jamais rien faire sans avoir à prévoir à l'avance, sans sortir avec 3 sacs, une voiture pleine quand on va chez des amis. Puis on avait un peu, Tom, il faisait les cris du soir, tu sais, les petites décharges là. Et du coup, ça, c'était source d'angoisse aussi quand même, parce que c'est un moment où tu perds un peu pied, où tu te dis, mais en fait, j'arrive pas à calmer mon enfant. Puis c'est systématique, donc tu sais, tu angoisses un peu du soir qui arrive. À 17h, tu commences à dire, bon, dans 1 heure, ça va partir dans tous les sens. Et en fait, je voyais que mon mari allait pas bien, qu'il faisait que me faire des remarques de ce style-là. Mais alors, au début, je comprenais pas du tout. Et puis, ça a vraiment créé entre nous des tensions, parce que je disais, je comprends pas, quoi. On a attendu 1 an pour avoir Tom. Aujourd'hui, il est là, il va super bien. Qu'est-ce qui va pas? Et il me dit, mais tout. Enfin, regarde, notre vie, c'est plus du tout la vie qu'on a eue jusqu'à maintenant. Moi, j'avais pas signé pour ça. Je savais pas qu'un enfant, ça impliquait tout ça. Et donc, si tu veux, il y a eu un grand moment de flottement jusqu'à ce que je tombe enceinte de Léo, c'est-à-dire 9 mois après l'accouchement de Tom. Et où là, je lui ai dit, si on veut ce 2e enfant, il va falloir que tu te fasses aider. Parce qu'en fait, on va pas accueillir un 2e enfant dans un contexte où toi, t'arrives pas à te remettre de l'arrivée du premier, quoi. Et donc là, il est allé voir quelqu'un qui l'a beaucoup accompagné. Et en fait, la parentalité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça remet beaucoup de choses en perspective. Notre enfance, notre propre relation à nos parents, etc. Et donc, il a réglé tout ça de son côté. Et même, pour être honnête, on a commencé par un psy de couple qui rapidement a dit, en fait, il n'y a pas de souci dans votre couple. Par contre, vous, monsieur, là, ça va mal. Donc, il faut que vous vous occupiez de vous. Et le reste suivra. Et du coup, Léo, ça a vraiment été une décision. C'est-à-dire que, oui, on n'avait pas repris de contraception et on s'est dit, cette grossesse-là, on l'accueillera, etc. Mais au moment où c'est arrivé, on a quand même pris le temps de se dire, est-ce que là, on est prêt par rapport à tout ce qu'on a traversé, par rapport à son état émotionnel? Et donc, on a fait le choix de garder Léo. Mais c'était vraiment un choix, réfléchi, quoi. Voilà. Donc, Léo s'aniche dans ton ventre. Tu as déjà Tom. Est-ce que toi, tu continues de travailler? Comment tu envisages en même temps? Parce que 2 enfants rapprochés, enchaînés, c'est pas évident. Alors oui, après Tom, j'ai repris le travail quasiment juste à la fin du congé maternité. Parce qu'aujourd'hui, je referai pas tout à fait de la même manière, mais à l'époque, j'avais un peu cette culpabilité. Je me disais, faut vite que je retourne au travail, donc j'ai laissé Tom en crèche. Et quand je suis tombée enceinte de Léo, il se trouve que rapidement, on a voulu déménager, changer de ville, et on a perdu le mode de garde pour Tom.
Donc, il fallait qu'on trouve un nouveau mode de garde pour Tom et un futur mode de garde pour Léo. Et là, je me suis dit, en fait, on a commencé les démarches, les places en crèche dans le village où on allait, il y en avait très peu par rapport au nombre de demandes, donc c'était forcément chez des nounous. Et là, on a vu le tarif pour 2 enfants et on s'est dit, en fait, ça vaut pas le coup. Parce qu'en plus, moi, j'avais un métier où je me déplaçais beaucoup. Donc, parfois, je prenais la navette Toulouse-Orly à 6h le matin et je prenais le retour le soir à 19h. À l'époque où j'avais que Tom, et je le voyais pas de la journée, et je me suis dit, ça n'a aucun sens, en fait. Je vais aller mettre les 3/4 de mon salaire dans un mode de garde pour 2 enfants, pour finalement ne pas les voir. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter de travailler. Je me suis dit que je ferais une pause d'1 an. Léo était prévu pour la fin d'année 2022. Donc j'ai arrêté, grosso modo, pour mon congé mat de Léo, en me disant en prévoyant de ne pas revenir. Ok. Donc là, vous avez pris vos dispositions au final pour ce 2e enfant pour que ce soit plus en adéquation avec la façon dont vous viviez à ce moment-là. Donc, quand Léo naît, comment est-ce que ça se passe? Alors moi, mes 2 enfants, excusez-moi, mes 2 enfants ont été déclenchés. Okay. Toujours. Je sais pas pourquoi, je vais toujours trop loin dans la grossesse. Du coup, pour les 2, j'ai eu un déclenchement. Pour Léo, ça s'est donc passé comme ça, mais bien. C'est-à-dire que j'ai mes rendez-vous de fin de grossesse, puis ça vient pas tout seul, donc on décide de mettre en place. En général, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des sortes de tampons qui permettent de déclencher d'ocytocine, voilà. Et du coup, Léo est arrivé comme ça. C'était programmé le 28 décembre, il me semble. On a commencé et il est né le 29. Ouais, c'est ça, parce que on a fait le processus de déclenchement le 28 à partir de l'après-midi et il est arrivé le 29 matin. Voilà, tout s'est très bien passé. Je me suis juste à un moment pas sentie très entendue au niveau de la maternité parce que, si tu veux, pour Tom, j'avais été déclenchée et moi, je fais partie de ces femmes qui, je dilate pas bien. Donc, en fait, entre le 1 et le 10, ça part d'un coup. C'est-à-dire pendant longtemps, je reste à 1 et puis d'un coup, je passe de 1 à 10 en genre tu dilates bien, 1 heure, quoi. C'est normal. Ah ouais, voilà. Donc, pour Tom, je l'avais observé, ça. Et j'avais du coup, à 1, j'ai des grosses contractions, tu vois, ça me fait vraiment très mal. Et pourtant, on m'avait dit, mais vous n'êtes qu'à 1, donc vraiment, là, faut attendre. Et j'ai souffert pendant des heures et des heures avant qu'ils acceptent de mettre la péri, genre à 2 ou 3, ce qui était très tôt par rapport à la moyenne. Mais en fait, une fois que j'ai la péri, en 1 heure, j'accouche, même si j'étais à 1, 1 heure avant. Je pense que, tu sais, je me crispe et que je bloque un peu le travail, je sais pas. En tout cas, ça m'aide d'avoir la péri. Donc pour Léo, je suis arrivée à la mater, j'ai dit voilà comment je fonctionne. Là, j'ai accouché il y a 1 an et demi. Vraiment, je suis sûre que ça fera pareil. Et puis toute l'équipe m'a dit oui, mais vous inquiétez pas, on vous écoutera le moment venu. Et en fait, quand la douleur a commencé à être forte, je l'ai signalé. Et je me souviens d'une sage-femme qui me dit écoutez, si vous aviez vraiment mal là, vous pourriez pas sourire comme ça. Et je me souviens, en plus, tu sais, t'es un peu énervée dans ces moments-là. Non, je regarde mon mari quand il ferme la porte, je dis, mais il faut quoi que je l'insulte pour qu'elle me prenne au sérieux. Et en fait, ça a fait exactement pareil. Donc, dès qu'ils m'ont mis la péri, tout est parti, et voilà. Et ça a bien fonctionné. Et s'il y a eu un petit truc à la fin, c'est que du coup, j'étais à 10 et j'étais sur la phase de changement d'équipe, tu sais, le matin. Et en fait, du coup, je suis restée longtemps à 10 avant que quelqu'un vienne s'occuper de nous. Sauf que ça faisait 12 heures que j'avais rompu la poche des os. Et quand tu dépasses les 12 heures, il y a des risques infectieux. Et c'est important à prendre en compte pour la suite de l'histoire. Donc parce que là, à ce moment-là, on ne te donne pas d'antibiotiques ? Non, parce qu'en fait, je suis pile poil à 12 heures. Donc ils disent, et peut-être juste avant, tu vois, 11h55, quelque chose comme ça. Et donc ils décident de pas me donner les antibiotiques. Et de pas, je crois aussi qu'il y a un prélèvement à faire sur le bébé à ce moment-là si on a dépassé 2 heures et ils ne le font pas. Parce qu'on est vraiment pile poil, quoi. Et d'ailleurs, l'équipe est venue parce qu'on était à ce stade-là. Mais tu vois, moi, ça faisait un moment que j'étais à 10, donc j'aurais pu accoucher depuis un moment. Et là, encore une fois, j'étais là, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de moi? Et donc voilà, ils ont fini par venir. J'ai accouché, l'accouchement s'est très bien passé. Léo est né, était super. C'était un beau bébé, 3,7 kg, en pleine forme, donc super. Et donc là, tu le mets au sein? Et donc là, je le mets au sein et tout se passe bien parce que c'est tout frais pour moi, donc je sais comment ça se passe. Puis pour Léo, ça a l'air super fluide, donc je suis ravie. Et donc Léo, il est né vers 11h, il me semble, 11h50, si je dis pas de bêtises. Et en fait, donc on rentre en chambre après avoir fait
après de rester un peu en salle de travail, faire le pot à pot, etc. Et donc rapidement, ça nous amène au soir. Et le soir, il fait que dormir, Léo. Et toute la nuit, il fait que dormir. C'est-à-dire que je le réveille parce que je sais qu'il faut essayer de le faire boire, etc. Je le réveille un peu doucement et dès que je le mets au sein, très vite, il dort. Et donc pendant toute la nuit, tu sais, t'as quand même des visites régulières des équipes et je signale, je dis, j'ai du mal à le faire boire, je trouve qu'il dort beaucoup. Et puis on me dit, vous savez, il vient net, enfin il est fatigué ce bébé, faut le laisser récupérer. Puis je me dis effectivement, puis bon, il fait que 3,7 kg. Et Tom aussi a fait sa première nuit, il a beaucoup dormi. Et je me souviens m'être fait gronder par les équipes le matin qui m'ont dit, mais vous l'avez pas réveillé. Donc là, je réveillais Léo, mais franchement, il préférait dormir que téter, quoi. Bon, toute la nuit, on me dit que c'est pas très grave. Et puis l'équipe du matin arrive et me dit, comment ça, il a pas bu de la nuit, c'est pas possible. Et je dis en fait, je trouve surtout qu'il est, on dirait une poupée de chiffon, quoi. Je le trouvais très peu tonique, tu vois. Et là, elle décide de lui faire un dextro, ça s'appelle, c'est une petite piqûre, voilà, au bout du doigt, comme on fait pour les diabétiques. Et on se rend compte qu'il a une hypoglycémie sévère. Donc là, elle me dit, bon, ça va pas être possible de poursuivre l'allaitement parce que de toute évidence, ça lui suffit pas. Moi, je dis, mais c'est pas que ça lui suffit pas, c'est qu'il n'a pas bu, en fait. Et elle me dit, écoutez, je pense que là, le combat, c'est pas votre allaitement. Et moi, en plus, tu sais, tu culpabilises, tu dis, mais non, enfin, évidemment que c'est pas le combat, mais c'est juste que je pense que c'est parce qu'il a pas bu qu'il est comme ça. Et donc, elle me demande d'introduire des biberons de lait pour les prémates, ce que je fais, mais en fait, il n'en veut pas du tout. Et là, elle me met un ultimatum, je me souviens, elle me dit, bon, si à midi, il a pas bu au moins, je sais plus combien c'était, genre 70 ml de lait, il part en néonate. Donc moi j'essaie de le faire boire comme je peux, mais il veut pas en fait, donc je sais pas comment faire. Je me souviens, j'ai ma maman qui est puéricultrice qui est venue essayer de m'aider et elle y arrivait pas non plus. Et une puère justement qui vient nous voir à la mater et qui me dit là faut lui faire un DAL. Je sais pas ce que c'est qu'un DAL. Elle me dit, mais moi, j'ai pas le temps de vous faire ça. Donc, elle me montre vite fait comment on fait un DAL, mais tu vois, panique à bord. Et puis, genre, on était 10 minutes avant l'échéance de la néonate. Et puis, en fait, j'arrivais à le faire boire. Et à un moment, il boit un peu trop et il vomit tout. Donc là, elle me dit, allez, départ en néonate. Donc déjà, le sentiment d'échec absolu d'une maman qui est là, essaie de se dépatouiller à faire boire un bébé qui a, de toute évidence, un souci. Et puis derrière, tu vois, tu pars en néonate et t'as l'impression que c'est ta faute parce qu'il a vomi et voilà. Bref. Donc on part en néonate et ils nous disent en fait il fait des hypoglycémies sévères à répétition, faut qu'on comprenne pourquoi. Et c'est très dangereux pour son cerveau et c'est très dangereux pour son avenir parce que un bébé dont le cerveau n'est pas suffisamment alimenté en sucre notamment, ça peut avoir des conséquences lourdes. Donc là ils le sondent. Et ils se rendent compte que la sonde ne suffit pas non plus. Donc il y a un problème métabolique qui fait qu'il ne fixe pas le sucre, que c'est pas juste une question d'ingérer du lait, quoi. Ton incompétence à toi. Voilà. Tu aurais voulu te Exactement. mettre sur les épaules. Du coup, on le sonde, ça ne suffit pas. Il le perfuse assez rapidement et là, ça va un peu mieux. On arrive à le stabiliser, mais il est sous perf, sous sonde. Et donc là, il commence les investigations. Sauf qu'on est le 30 décembre. Donc il manque la moitié des effectifs. Ils ont vachement de mal à le prélever. Ça, tous les parents qui ont un bébé en néonate le savent. C'est difficile le capital veineux d'un tout petit, c'est très compliqué. Et ils arrivent jamais à le perfuser. Déjà, là, psychologiquement, c'est un enfer. Moi, je me souviens, j'ai des tranchées à ce moment-là. Je me suis accouchée, en fait. Et je me souviens de la nuit en néonate où, genre, on a rien. On est dans une salle où il y a juste, tu sais, la petite couveuse, là, pour les bébés prémates. Léo dedans, et Léo qui supporte pas de rester comme ça, donc il faut bercer. Et en fait, il se calme que quand il est à mon contact. Sauf que moi, déjà, je suis en train de me vider de mon sang puisque je viens juste d'accoucher, et puis j'ai des tranchées de dingue parce que c'est mon deuxième, tu connais sûrement. Et du coup, la nuit de l'enfer, à me dire qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qui se passe. Je suis passée d'un bébé qui buvait pas. Moi, je me dis, mais enfin, peut-être que si on arrive à l'alimenter, ça va aller. Et puis en même temps, on me dit, ça peut être tout et rien. Ça peut être juste un problème de démarrage ou alors quelque chose de beaucoup plus grave. Il faut qu'on investigue, etc. Et là, ils font tout plein de prélèvements. Ils nous disent, on a lancé plein de recherches. On va éliminer les pistes au fur et à mesure. Et on nous parle beaucoup de maladies métaboliques rares, c'est-à-dire au niveau des glandes surrénales ou au niveau de l'hypophyse, justement. Et donc moi, je dis, mais c'est quoi les conséquences pour sa vie? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ces maladies-là? Ils nous en disent pas trop. Ils nous disent, c'est des pistes sur lesquelles on part, mais on va pas s'inquiéter plus que de raison maintenant. On va voir ce qu'il en est et on vous expliquera le cas échéant, quoi.
Et je demande quand même qu'est-ce que ça implique pour leur vie, pour sa vie. Et ils me disent, au pire, ce sera un traitement à vie, mais il peut avoir une vie normale. Donc moi, ça me va en fait. À ce stade, je me dis, ok, bon, ça ne met pas sa vie en jeu. Donc ça va. Et donc, on survit comme ça, là, en néonat, où on reste pendant 15 jours. On nous annonce que ce sera long au niveau des résultats d'analyse, parce que justement, il y a des labos qui sont fermés, on est en pleine période de fête, enfin, c'est l'ébullition. Donc, on reste en néonat parce que de toute façon, Léo ne se nourrit pas autrement que par la sonde et par la perf. Et moi, je tire mon lait. Parce que je me dis, on sait jamais. On sait jamais... si ça rentre dans l'ordre et qu'à un moment, il peut reprendre le sein, ça lui fera tellement de bien d'avoir du lait maternel. Donc, je rentre dans un truc où ma seule mission, parce que c'est la seule chose que je peux faire, c'est de tirer mon lait. Donc, je lance l'allaitement avec un tire-lait. Ce que je pensais même pas possible, tu vois. Je me vois encore tirer mon colostrum. Du coup, il lui mettait dans la sonde, en fait. Donc, c'était top parce que je le perdais pas. Et voilà, je rentre dans ce truc-là et on reste 10 jours d'abord en néonatologie. Et en fait, au bout de 10 jours, d'un coup, en pleine nuit, du coup, il était scopé toute la nuit, il avait des électrodes, etc. Et en pleine nuit, mon mari me dit, il a le cœur qui bat beaucoup trop fort. Puis je dis, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes il est scopé, elles ont les écrans dans leur chambre, il y a pas de sujet. S'il y avait un problème, elles viendraient. Il me dit, je te jure, je regarde depuis tout à l'heure, ça fait que monter, il est quasiment à 200 de battements par minute, ça va pas. Et du coup, on appelle, nous, les infirmières qui viennent, qui se rendent compte qu'il est presque à 40 de température, ce qui est énorme pour un nouveau-né. Et en fait, il est en train de faire une septicémie à ce moment-là. Et donc là, on nous dit tout de suite qu'on prend en charge très rapidement, que c'est grave, qu'il y a 30% de risque de décès, etc. Donc là, t'es pas là pour ça, quoi. Tu te dis, non, mais comment il peut nous arriver ça maintenant? Et donc, on m'expliquera plus tard que c'était très probablement une infection materno-fétale. Donc, ça venait d'une pyélonéphrite. Et la pyélonéphrite avait sûrement été induite par le délai entre la poche des os qui était voilà, la rupture de la poche des os et l'accouchement. Alors, bon, tout ça sera remis en question par d'autres médecins plus tard parce que on me dit, 10 jours, c'est quand même long pour déclencher une septicémie sur une infection materno-fétale. Bref, ça fera partie des nombreuses choses sur lesquelles j'aurai pas de réponse, en fait. Ce que je sais juste, c'est que ce soir-là, si Bastien n'avait pas alerté l'équipe, en fait, on perdait encore du temps. Et en fait, à partir de ce jour-là, on a commencé à se dire qu'on avait un rôle clé dans la survie de Léo. Et ça a été une pression monstrueuse parce qu'on s'est dit, en fait, nous, on se sentait un peu protégés, tu vois, d'être là en néonat. Et là, on s'est rendu compte, bon, les infirmières nous disent, on aurait fini par se rendre compte, mais tu vois, t'as ce truc de se dire, ouais, là, c'est quand même nous qui avons alerté. Et c'était une septicémie, c'est pas rien, donc voilà. Beaucoup de pression sur les épaules. Ils arrivent à traiter la septicémie, ça se passe bien, et Léo se met à reboire. Entre-temps, on a un retour de Paris qui nous dit les échantillons de sang de Léo ont été perdus. Donc, on n'aura pas les résultats d'analyse. Mais les médecins de Toulouse nous disent, écoutez, là, les maladies qu'on soupçonnait, si Léo les avait, sans traitement, aujourd'hui, il irait mal. Donc, ça peut pas être ça. Ça peut pas être les maladies métaboliques auxquelles on pensait. Donc Léo, on arrive à le mettre au sein, on arrive à enlever la perf progressivement, enlever la sonde et il commence à se nourrir normalement. On soigne la septicémie et donc là, les médecins nous disent, écoutez, c'est un problème de démarrage, ça arrive. Donc là, Léo, il peut rentrer à la maison. Vous pouvez rentrer à la maison parce qu'entre-temps, nous, on avait Tom qui avait 1 an et demi, qui était chez mes parents alors qu'on voyait à peu près 1 jour sur 2, mais tu vois, il est tout petit, son frère arrive, il nous voit plus, donc nous, on n'a qu'une hâte, en fait, c'est de rentrer à la maison, et en même temps, pas à n'importe quel prix, mais à ce moment-là, les médecins nous disent, voilà, là, Léo va bien, de toute évidence, problème de démarrage, la septicémie l'a beaucoup fatigué, donc attention, on est début janvier, on va traverser encore 3 mois d'hiver avec plein de virus, etc. Donc, s'il vous plaît, vous restez chez vous, vous fonctionnez un peu comme pendant le confinement, et puis vous présenterez Léo aux familles, tout ça, qu'à partir du printemps, quoi. Donc nous, on rentre, super content, avec Léo qui effectivement, là, a tout d'un bébé normal, boit normalement, grossit bien, a les interactions que tu peux attendre à cet âge-là. Donc voilà, on rentre à la maison plutôt serein et en même temps bien secoué par tout ce qui vient de se passer. Et on entame une vie normale où on se retrouve tous les 4. Bastien bénéficiait d'un congé paternité de 1 mois, donc c'était chouette, on pouvait en profiter encore un peu. Et au bout de 15 jours, puisque ça faisait déjà 15 jours du coup, on était au mois, Bastien retourne au travail, moi je suis à la maison avec les 2, je me fais aider, j'ai pas mal de soutien de ma mère et tout ça. Et puis assez rapidement, je trouve que les yeux de Léo, ils ont un mouvement bizarre. En fait,
Tu sais, tu les mets par terre ou sur un transat quand tu les as pas dans les bras. Et quand j'étais au-dessus de lui, c'est-à-dire assez souvent quand même, t'es souvent plus haute que lui, et ben j'avais l'impression que quand il voulait me regarder, en haut, ses yeux étaient tirés vers le bas. Puis la première fois que j'ai vu ça, c'était vraiment très léger. Et je l'ai revu assez rapidement. Et plus le temps passait, quand je dis le temps, c'est quelques jours, hein, mais plus je trouvais que c'était longtemps et fort que ses yeux, cette espèce de rebond. Donc j'ai filmé et je suis allée voir sa pédiatre à qui j'ai montré ça, qui m'a dit il est tout petit, Léo, il a 1 mois et demi, 2 mois, là ses yeux sont pas fixés, on peut pas en tirer des conclusions, voilà. Et puis en parallèle, j'ai contacté plein de gens que je connaissais, qui travaillaient dans la vue, chez l'enfant, etc. Et tout le monde a eu le même discours en me disant, tu sais, alors tout le monde me disait j'ai jamais vu ça, mais en même temps ça me choque pas, c'est pas, voilà. Quand plus tard je le montrais à un neurologue, il me dira mais ça, c'est un signe de souffrance neurologique. J'ai juste une question, ça veut dire que ça m'interpelle ce que tu racontes sur les échantillons de sang qui ont été perdus. À aucun moment on a dit on refait. Non. Donc non, toi t'es resté avec un suspens en disant on a perdu mais on vous rassure, tout va bien. Moi je suis partie sereine parce que je me suis dit s'ils en sont au stade de réflexion où ils me disent vous pouvez rentrer chez vous, on va même pas refaire. En fait ils m'ont dit là son capital veineux on l'a vachement abîmé. Il y a aucun signe clinique qui montre que Léo souffrirait des maladies qu'on supposait. Donc il a forcément pas ces maladies-là. Donc une fois que toi tu montres à ta pédiatre les yeux, ton inquiétude, en sachant qu'il y a eu ça, en sachant qu'il n'y a pas eu les analyses correctement faites, personne là... Là, il n'y a pas de lien qui est fait. Ok. Là, il n'y a pas de lien qui est fait. Et pour être honnête, à ce stade-là, moi, je fais pas le lien. Tu vois, ça m'inquiète, mais je fais pas le lien entre les deux. Tu n'es pas médecin en même temps. Voilà. Mais avec tout le recul et avec l'expérience, je fais carrément le lien et je me demande comment on est passé à côté, on s'en reparlera. Mais du coup, si tu veux, moi, je vois qu'il y a ce truc-là qui m'interpelle beaucoup. Mais en fait, quand je suis sortie de la mater la néonate et qu'ils m'ont dit, vous rentrez à la maison avec un bébé qui est en bonne santé, tu vois, tu pars du principe que ce qu'on te dit, c'est pas des bêtises et on est resté quand même un moment à l'hôpital. Donc je me dis, s'ils ont décidé de nous laisser sortir comme ça, sans d'autres recherches, ils ont fait une écho transfontanellaire. C'est une échographie qu'on fait via la fontanelle et qui est destinée quand il y a eu notamment la septicémie. Il peut y avoir un risque au niveau des ménages, donc on vérifie que tout est bien en place. Elle était parfaitement normale. Donc voilà, il y a eu ça, si tu veux, on est sorti tranquille. Et puis il y a ces mouvements des yeux qui arrivent, je commence à m'inquiéter et en fait, j'avais l'impression d'être la seule, tu vois, à m'inquiéter de ça. C'est-à-dire que tout le monde me disait, j'ai encore des messages de proches qui me disent arrête de le regarder comme ça, il a eu un souci de démarrage, ça arrive, il a le droit de se mettre en place, c'est un bébé, tu sais, la vue c'est long à se mettre en place. Et moi, tu vois, j'avais cette ambivalence de me dire c'est vrai, ils ont raison, je le regarde peut-être trop. Mais d'un autre côté, j'ai Tom, je suis déjà maman, j'ai déjà vu les différentes étapes de développement d'un enfant, et même si c'est pas tous les mêmes, ce truc-là, là. Et c'est frais, ça fait pas longtemps que t'as eu un bébé. Ouais, c'est ça. Je suis restée dans la maternité, tu vois, j'ai pas eu le temps de lâcher. Et puis, ce truc que tout le monde me dit, on n'a jamais vu ça. C'est pas grave, mais on n'a jamais vu ça. C'est quand même bizarre, non? Tu vois, si tous les bébés qui fixaient pas leurs yeux faisaient ce mouvement, on saurait que ce mouvement-là fait partie du développement de la vue d'un enfant, bref. Donc, je commence à rentrer dans une espèce de psychose, moi, là, entre ces 2 et ces 3 mois, où je me dis, il y a un problème et où ça me rend dingue de pas arriver à le comprendre. Donc, je commence à beaucoup me renseigner, à essayer de trouver des éléments de réponse. Et en fait, à ces 3 mois, Léo, il commence à loucher. Fort, d'un coup. Et là, moi, j'ai presque l'impression, tu vois, qu'un matin, tu te réveilles et ton enfant, il est passé d'un regard normal à un strabisme énorme. Donc là, je me dis, il y a un souci avec ses yeux, c'est pas possible. Enfin, il y a eu ces mouvements, maintenant il louche. Et donc, je prends rendez-vous chez ma pédiatre. Et puis, tu vois, je sais pas, il y a quelques jours de délai. Et dans l'intervalle, je sonde parce que je vois que le strabisme, ça peut être héréditaire. Je sonde autour de nous. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des strabismes dans la famille? Personne. J'envoie encore des vidéos à des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Tout le monde me dit, écoute, c'est le strabisme du nourrisson. Mais tu vois, c'était le vrai strabisme. Où t'as presque l'œil qui rentre sous le nez. Donc, Et en fait, là, on voit la pédiatre de nouveau qui nous dit on va prendre rendez-vous chez un ophtalmopédiatre. Et en fait, elle fait une vidéo, qu'elle envoie à l'ophtalmopédiatre parce que le rendez-vous est dans 3 semaines. Et l'ophtalmopédiatre, quand elle voit ça, on est vendredi ce jour-là, c'est le lundi de Pâques qui suit, donc tout est fermé. Et elle nous dit mardi scanner. La pédiatre nous rassure en nous disant c'est ce qu'on appelle un examen d'élimination, c'est-à-dire que
on va aller éliminer des hypothèses peu probables, mais qui seraient quand même inquiétantes. Voilà, donc on préfère les éliminer. Donc, si tu veux, nous, on se dit, c'est le début de l'investigation, on va aller éliminer des hypothèses, mais franchement, je sais qu'il y a un problème, mais j'imagine jamais un truc gravissime. Tu vois, je me dis, il y a un truc, j'avais lu des syndromes qui pouvaient provoquer ça, différentes choses, mais pas des choses qui remettaient la vie de mon bébé en question. Et enfin, t'es écoutée. Et en fait, je suis pas écoutée. Là, on est face à un bébé qui présente de toute évidence. Tu vois, c'est même pas moi qu'on écoute. Là, c'est les faits. C'est lui. Oui. Ouais. C'est le symptôme, quoi. Et pendant toute cette période-là, qui dure un mois et demi, où tu t'inquiètes beaucoup, tu lis des thèses, vraiment, tu fais un vrai travail de recherche approfondie sur les conditions médicales de ton bébé. Avec ton mari, comment est-ce que ça se passe ? C'est compliqué. Parce que lui, si tu veux, il me dit, en fait, on a vu des médecins. Tu as montré ses yeux à plein de gens dont c'est le métier. Fais-leur confiance. Et puis lui, il se dit un peu, comme se disent les médecins, que je suis un peu traumatisée par ce qu'on a traversé. Et puis si tu veux, il a repris le travail, il passe moins de temps avec lui. Il a pas vraiment vu ce truc-là. Et donc je lui montre, mais tu vois, c'est un peu furtif, c'est viens vite voir. Et puis tu sais, le temps qu'il vienne, il le fait plus. Ou il voit 2 secondes alors que ça fait 10 secondes qu'il le fait. Du coup, il a pas autant il est pas aussi alerte que moi sur ce qui est en train de se passer. Et donc pour lui, je suis rentrée un peu dans une psychose et il faut vraiment que je me détende. Et tu vois, c'est même un sujet, je me souviens d'une soirée où je passe 4 heures sur l'ordi à lire justement toute une thèse qui explique les différentes causes de strabisme des bébés. Et j'ai mon mari qui est genre dans la cuisine et qui me regarde et qui me dit ça va pas du tout. Enfin, il faut que tu te fasses aider. Tu te rends compte comme tu bloques là-dessus et je lui dis il y a un problème, c'est pas normal. Les yeux, c'est quand même un indicateur hyper important. Je vois bien que c'est pas normal. On dirait qu'il veut me regarder, il y arrive pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Donc tu vois, j'imagine tout et à la fois je lis plein de causes possibles. Et je suis dans un déni de la cause la plus probable et la plus grave, en fait. Parce que je le lis partout, que ça peut être une tumeur cérébrale qui fait ça. Mais à aucun moment, vraiment à aucun moment, je me dis qu'il y a peut-être une tumeur dans le cerveau de Léo, quoi. Tu vois, j'envisage plein de choses beaucoup plus, finalement, compliquées, qu'on connaît moins. Où je me dis, c'est peut-être ça, etc. Et puis, je commence à essayer de comprendre le lien avec les démarrages. C'était un souci de fixation du cortisol, en fait, au démarrage. Et donc je commence à chercher et puis tout ça me ramène beaucoup autour de l'hypophyse. Mais tu vois, donc je me dis un problème d'hypophyse, je sais pas. Et donc on va faire ce scanner le mardi matin. On passe Pâques en famille et là on vit un grand moment de solitude parce que on avait quand même là à ce stade, mon mari, du moment où il y a eu le strabisme, il a été inquiet aussi quand même. Et à ce stade, on est tous les deux très inquiets et quand même ce scanner sur un bébé, tu vois, on sait que ok, c'est un examen d'élimination, mais c'est un examen qu'on va imposer à un bébé qui est pas des moindres. Donc on sait qu'on cherche quelque chose quand même. Donc on est tous les deux inquiets, on se retrouve dans un repas de famille et où tout le monde nous dit non mais regardez-le quoi, il va bien. Ok, il a un strabisme, mais regardez, c'est un bébé en bonne santé. Et je me souviens de quelqu'un dans notre famille qui est médecin et qui nous dit Amélie, Bastien, je vous l'ai dit, de mon scanner, il y aura rien. Avec une certitude, tu vois, et puis t'as tellement envie d'y croire. Tu dis, mais oui, non, mais bien sûr qu'il y aura rien. Il a raison. Le médecin, il le sait. Tu vois, il nous dirait pas ça s'il avait le moindre doute. Et donc, on va passer ce scanner le mardi. Et en fait, un scanner sur un tout petit bébé, tu le mets sur un espèce de coussin, en fait, qui vient se gonfler pour faire une coque autour de lui et qui bouge pas. Parce que c'est très rapide, donc on les endort pas, mais par contre, on les coque pour pas qu'ils bougent. Et en fait, moi, je le pose sur ce truc et je craque complètement. Tu vois, je suis pas quelqu'un de très émotif, etc. Mais là, je m'effondre. Et le manip radio me dit, madame, ça lui fait pas mal. Là, je lui dis, non, mais c'est ce qu'on va apprendre là qui me fait très peur. Parce que tu vois, d'un coup, comme si... tu sais, ton corps, il sait en fait. Là, je savais qu'on était en train... À la fois, j'aurais pas été capable de dire ce qu'on allait trouver. Mais en même temps, j'ai eu un espèce de, tu sais, d'instinct de... Il va se passer un truc gravissime, quoi. Tu vois. Et je suis pas restée pendant le scanner. C'est Bastien qui est resté parce que je me sentais pas, j'étais d'une aide pour personne. Donc, je suis sortie et ça a duré peut-être 5 minutes. Et pendant 5 minutes, j'avais le cerveau en ébullition, tu vois, je sais pas, j'avais l'impression que j'étais en train de me voir. Tu vois, tu sors un peu de ton corps et tu dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Bastien sort, il me rassure, il me dit, tout s'est bien passé, le scanner s'est bien passé, regarde, Léo va bien, Léo me sourit, et tu sais, ton enfant te sourit, tu repars, et tu dis, allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et en fait, on avait rendez-vous, parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas évoqué depuis le début, c'est que depuis sa naissance, Léo, dans ses selles, il y avait du sang.
Ok. depuis sa naissance. Et ça, on nous a toujours dit, c'est comme ça, hein. On a cherché, on a fait plein d'analyses, etc. Il n'y a jamais rien eu. Donc les médecins ont fini par nous dire, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Et tu sais, on est resté là-dessus. Il y a beaucoup d'incertitudes, notamment autour de tout son dossier médical. Ouais. Mais on ne sait pas, mais c'est comme ça. En fait, c'est ça. Tu vois, et d'ailleurs, depuis, j'ai l'habitude de dire quand il y a plein de petits soucis cumulés, souvent ça cache un gros truc. Et tu vois, ce truc des couches, on nous a dit une intolérance au lait de vache, on a essayé plein de choses. Et en fait, ça restait tout le temps. C'était un problème de fond. Et tu vois, je t'en parle même pas parce que c'était devenu quelque chose de normal que Léo ait du sang dans ses couches. Avec du recul, c'est absolument pas normal. Tu vois, c'est un des trucs où on te dit, tu vas aux urgences quand il t'arrive ça. Il a été à l'hôpital pour ces raisons-là. Mais voilà, on trouvait rien. Donc, on attend de voir comment ça évolue. Et donc, on attend. Et juste après, on avait un rendez-vous dans un autre hôpital pour aller voir un gastropédiatre qui, justement, devait parler de tout ça. Et tu sais, on était dans cette salle d'attente, là, et on avait rendez-vous genre 1 heure après à 10 minutes. Et il y a une dame qui sort et qui nous dit, parce que on leur avait dit au départ, on a un autre rendez-vous après, est-ce que ça va passer? Nous avait dit, ça devrait passer. Elle sort et elle nous dit, peut-être que ce serait bien de décaler votre rendez-vous de tout à l'heure. Tu sais, nous on dit, non, mais ça passe large, c'est dans 1 heure, c'est à 10 minutes. Puis elle insiste un peu, tu vois. Elle nous dit, non, mais vraiment, on va s'en occuper. Tu vois, tout ça, sur le moment, t'es là, mais qu'est-ce que là, c'est bizarre, ça va, ça passe. Et donc, elle décale, notre rendez-vous d'après. Elle appelle elle-même l'autre hôpital, etc. Et puis, d'un coup, il y a quelqu'un qui vient nous chercher, une dame qu'on n'avait pas vue jusque-là. Et elle nous met dans une petite pièce toute nulle, un endroit où tu fais des auscultations rapides avant les scans, etc. Et on rentre dans cette pièce qui est minuscule, tu vois, qui doit faire 2 fois la taille du bureau en longueur, comme ça. Et elle nous demande de nous asseoir. 2 mini tabourets, donc moi je m'assois. Et puis mon mari dit non, ça va, on a assis depuis tout à l'heure. Puis tu vois, elle insiste. Et j'ai l'impression que ce moment, il dure 1 heure. J'ai l'impression que pendant 1 heure, elle lui dit, monsieur, asseyez-vous, qu'il lui répond, non, ça va, merci. Et moi, je suis observatrice de ça et je me dis qu'elle va nous annoncer un truc de fou. Pour qu'elle insiste comme ça, pour qu'il s'assoie, elle va nous annoncer un truc de fou. Qui finit par s'asseoir et elle nous dit, on a compris pourquoi Léo, ah non, pardon. Elle nous dit, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de Léo depuis le début? Donc là, on raconte tout, tu vois, tout ce que je viens de te raconter, la néonate, le sang dans les couches, la septicémie, les mouvements des yeux, le fait qu'il louche. Et en fait, si tu veux, je pense que c'est probablement une méthode d'annonce qui permet que ton cerveau, entre guillemets, chemine jusqu'à ce qu'on va t'annoncer plutôt qu'on te l'annonce un peu comme ça. Et donc, en fait, j'arrive à la fin de l'histoire et puis elle finit par me dire, en fait, on a compris ce qui fait que Léo a eu ces mouvements des yeux et ce qui fait qu'aujourd'hui, il a un strabisme, c'est parce qu'il y a une masse dans le cerveau de Léo. Très rapidement, elle me dit, on appelle ça une tumeur. Elle fait 4 cm et demi et elle est en plein milieu de sa tête, posée sur ses nerfs optiques contre son hypophyse. Donc en fait, ça appuie sur ce nerf optique, ça fait une pression qui fait qu'il louche. Et elle nous dit, normalement à ce stade, on peut pas dire si c'est bénin ou malin, mais l'os sur lequel est posée la tumeur est abîmé par la tumeur, donc on a la quasi-certitude que c'est malin. Et toi, t'es là, c'est fou. Ce moment-là, t'es hors de ton corps parce que c'est pas entendable ce qu'on est en train de te dire. Tu comprends entre les lignes que c'est gravissime. Et en même temps, tu vois, elle te parle pas de cancer. Elle te parle pas de pronostic vital à ce stade. Donc elle nous dit, il va falloir aller vite. Aujourd'hui, vous allez vous laisser porter par le process. On va vous amener, voir les spécialistes qu'il faut voir. Et on en saura plus ce soir. Et en fait, tu as cette info-là et tu sors. Et c'est dans les couloirs de l'hôpital avec ton bébé. Et tu te dis, il se passe quoi maintenant? Enfin, on fait quoi là? Tu vois, et je me souviens, j'allatais Léo et donc je sors et je l'allaite parce qu'il avait faim. Et il y a une dame, t'es au milieu de monsieur tout et madame tout le monde, tu vois, qui vient pour faire sa radio du pied parce qu'elle tombe dans ses escaliers, qui vient pour une bronchio, qui vient pour... Et t'as l'impression que, tu sais, comme si toi, t'étais figé et que tout le monde continue. Et ce sentiment, on va l'avoir très longtemps, que ton monde entier s'est arrêté, mais que tout continue autour de toi comme si de rien n'était. Et je me souviens allaiter Léo dans les couloirs de l'hôpital et qu'une dame passe et me dit, vous êtes en train de vivre les plus beaux moments de votre vie. Tu vois, parce qu'elle me voit allaiter et en soi, c'est hyper bienveillant. Je partage complètement quand l'allaitement est normal. Mais tu vois, toi, t'es là, mais si elle savait... Si elle savait, tu vois, moi je tiens la tête de mon bébé et je me dis qu'au milieu de sa tête, là, il y a une tumeur de 4 cm et demi et que je sais pas ce qu'on va faire de ça. Et puis très rapidement aussi, l'oncologue nous a dit que c'était pas opérable. Donc si tu veux, t'as l'impression qu'en fait, tu sors de ce rendez-vous avec un dessin de tous les problèmes, mais
mais aucune solution. Quand on vous annonce cette masse qui est présente, qu'on vient de découvrir, il est avec toi, Léo, sur toi? Non. Vous lui parlez? Non, pendant l'annonce, ils nous ont... Justement, il y a une oxy qui est venue s'occuper de lui. D'accord. Ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont fait comprendre qu'il allait y avoir des annonces pas terribles. Ils te proposent de s'occuper de lui le temps que tu prennes la nouvelle, ce qui est très bien d'ailleurs. Et toi, ensuite, tu vas lui parler? Tu vas... Et moi, quand je le récupère, non, je lui parle pas là, Léo. Tu sais, c'est bête, mais à ce moment-là, je me dis, tu peux pas lui dire ça, quoi. Puis pour lui dire quoi? Je pouvais pas le rassurer, je pouvais pas lui dire tout va bien se passer. Moi, tu vois, aucun de nos proches n'était au courant à ce stade. Bien sûr. Et en fait, on s'est même dit à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas les gens? Enfin, on n'a rien à leur dire à part leur dire ça. Et on n'a rien à leur donner comme info concrète de ce qui allait se passer. Et on a quand même appelé nos plus proches pour qu'ils aient l'info, parce que tout le monde savait quand même qu'on avait ce scanner le matin et que donc tout le monde était en attente de nouvelles. Mais je me souviens, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé mon frère qui allait l'annoncer à mes parents parce que je voulais pas leur annoncer par téléphone. Et j'ai dit à mon frère, dès qu'ils le sauront, quand ils se sentiront capables, dis-leur de m'appeler. Et ma mère m'a appelé et je me souviens qu'elle m'a dit, en fait, quoi que ce soit, je te jure qu'on lâchera rien, qu'on va se battre comme des fous et tu as la tenue parole jusqu'au bout. Et en fait, je crois que j'avais besoin d'entendre ça. Tu sais, t'as besoin d'entendre des gens qui sont sûrs qu'on va y arriver. Même si en fait on est sûr de rien, t'as besoin d'entendre des gens qui te disent ça va aller. Et c'est bête. Ouais. Et tu vois, les gens, souvent, plus tard, même dans le parcours, te disent je peux pas te dire que ça va aller, je peux pas te dire, mais en fait, dis-le-moi. Même si je crois pas. Dis-le-moi parce que moi j'ai besoin d'un espoir, quoi. Sinon tu vois comment t'avances, tu peux pas. Et donc après les rendez-vous sont enchaînés, neurochirurgien, etc. Donc là on est le 11 avril. Là on 2023. est le 11 avril, ouais. Ta vie change, la vie de ta famille tout s'arrête. Une trajectoire complètement différente de tes deux enfants. C'est ça. Parce qu'il y a aussi Tom dans cette histoire. À partir de ce moment-là, toute ta vie tu la passes à l'intérieur de l'hôpital, c'est des soins. Comment est-ce que ça s'enchaîne? Alors là, on a une grosse période d'hospitalisation, déjà parce que Léo, il a besoin de soins. En 2-3 jours, il a une chambre implantable qui est posée. Et en fait, on nous dit, il faut faire une biopsie. Donc déjà, la biopsie, elle est hyper délicate. Il a 3 mois, il est tout petit. La tumeur, elle est située, si on faisait une croix au milieu de la tête, elle est en plein milieu. Donc en fait, il faut passer par des zones super délicates pour y arriver. C'est ce qu'on appelle les opérations à ciel ouvert, qui sont déjà très délicates sur un adulte, mais alors sur un nourrisson, c'est encore pire. Le risque d'avoir des conséquences au long terme, il est hyper lourd. Mais on nous dit, sans cette biopsie, on ne pourra rien faire. Donc il faut la faire, il faut y aller. Donc je me souviens, on voit le neurochirurgien qui est un très bon neurochirurgien de Toulouse et qui nous a répété pendant 1 heure la même phrase. Il nous a dit, il est tout petit. Donc à chaque question qu'on lui posait, il nous répondait, il est tout petit. Tu vois? Même lui, tu sentais que ça le... Lui, il nous a dit, il est tout petit. Tu vois, tu lui dis, ça va bien se passer, il est tout petit. Bon, ok. Et donc, on a fait cette biopsie qui s'est bien passée. Mais déjà, rien que ça, c'est super traumatisant parce qu'en fait, moi, on m'avait annoncé une petite cicatrice d'1 centimètre ici sur la tête. Donc, bon, je me prépare à ça. Je m'étais dit, ça va aller. Et puis, il m'avait dit, il sortira avec j'ai perdu le nom, mais c'est, tu sais, un gros bandage autour de la tête qui vient compresser pour éviter les œdèmes. Donc, il est sorti avec ça. Et en fait, on va en réa, puisque c'est le process après une opération comme ça. Tu passes un petit peu de temps en réanimation. Ce qui est déjà, je dis toujours, c'est l'enfer sur Terre, la réa. Enfin, c'est l'endroit où la réa pédiatrique, c'est juste l'endroit où t'as jamais envie d'aller de ta vie, quoi. Et donc, on est là. Et Léo, il va bien. Tu vois, assez rapidement, il se réveille bien. Je sens qu'il est alerte, qu'on arrive à avoir des interactions. Donc, je suis assez rassurée sur son état. Et à un moment, tu sais, il bouge pas mal et tout ça le lendemain de l'opération. Et en fait, son petit bandage, il recule un peu et je vois une cicatrice ici. Puis je dis, c'est marrant, ils ont pas du tout ouvert là où ils avaient dit. Et puis il bouge beaucoup. Donc au bout d'un moment, je vois une cicatrice ici. Et je dis, c'est marrant, ils ont ouvert à 2 endroits. Et mon mari, il me dit, je crois que c'est ouvert comme ça, en fait, Amélie. Puis je dis, mais non, ils m'ont parlé d'un truc de 2 centimètres. Enfin, et en fait, tu vois, il m'avait pas dit. Le neurochirurgien qu'il n'avait pas du tout fait l'incision qu'il avait prévue et qu'effectivement Léo il était ouvert comme ça, quoi. Donc,
Pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment, ça part du front jusqu'au... Ouais, c'est 29 points de suture sur la tête d'un bébé. l'oreille. Exactement. Ça fait vraiment... c'est un arc de cercle. Juste derrière l'implantation des cheveux, sauf qu'à ce moment-là, il n'a pas de cheveux. Et c'est tout le long, derrière l'oreille et jusqu'au front. Donc c'est énorme, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec les 2 cm qu'on m'avait décrit. C'est un premier choc. C'est un énorme choc. Tu vois, parce qu'à ce stade, l'aspect de ton enfant compte beaucoup. Bien sûr. Tu vois. Plus tard, ça change, mais à ce moment-là, tu te dis, non, mais qu'est-ce qu'on lui a fait, quoi? On me l'a défiguré, et puis alors, ça gonfle énormément. Il y a un moment, il a les yeux tellement gonflés qu'il y voit plus. Et tu sais, on te dit, ça va se remettre, vous inquiétez pas, mais toi, t'es à l'instant T, tu viens d'encaisser que ton enfant avait une tumeur inopérable, qui était probablement maligne. On lui fait cette biopsie, il sort, il est défiguré, et tu te dis, ça s'arrête quand le cauchemar, en fait, tu vois? N'était qu'au début. Et donc, ça, c'est quelques jours après. Et puis, on nous dit, bon, mais il y a 10 jours de délai avant les résultats de la biopsie. Sauf que là, on peut pas attendre 10 jours. L'oncologue, elle nous dit, on ne peut pas attendre 10 jours sans traitement, c'est trop dangereux pour Léo. Donc, on va attaquer une chimiothérapie, ce qu'on appelle une chimio un peu générique. On sait que, parce qu'on avait une première idée de la typologie de la tumeur, c'est une tumeur qui s'appelle de type embryonnaire. C'est une certaine catégorie de tumeur. Et donc, on sait qu'il y a des chimios qui fonctionnent plus sur celle-ci que sur d'autres. Donc, elle nous dit, on attaque avec cette chimio-là, dès là. Tu vois, c'était le mardi, le vendredi, il est sous chimio, quoi. Et donc, on commence cette chimio. Moi, je me dis, mais on peut pas faire une chimio sur un bébé. Enfin, tu sais, la chimio, pour moi, c'est le truc qu'on faisait aux papis, mamies qui avaient des cancers. Enfin, j'imaginais pas ce traitement-là sur un bébé. Je me dis, ça va le tuer. Et puis, l'oncologue, je me souviens, elle me dit, vous savez, est-ce que vous vous souvenez quand vous preniez des cuites et que vous aviez 20 ans? Oui. Elle me dit, vous récupériez bien, vous pouvez ressortir le lendemain, etc. Elle me dit, maintenant, à 30 ans, c'est un peu plus difficile. J'ai effectivement. Elle me dit, en fait, c'est pareil. C'est que vos organes ont une capacité à drainer qui est très bonne quand vous êtes petit et qui, en vieillissant, est moins efficace. Donc, elle me dit, les bébés, souvent, tolèrent bien mieux la chimiothérapie que les adultes, finalement. Donc, on verra comment ça se passe, mais ça peut bien se passer. Qu'elle me rassure, et effectivement, la première chimio se passe et Léo, il va super bien. Et en l'espace d'une semaine, Léo, ses yeux se remettent. Il arrête de loucher. Donc, on se dit, il y a forcément un impact sur la tumeur. Qui a peut-être rétréci, c'est ça? Qui a rétréci, puisque la pression sur les nerfs optiques n'est plus celle qu'elle était a priori. Et donc, ça se passe, et tu vois, on a un petit regain d'espoir. Tu te dis, il nous avait dit qu'on vraiment n'était pas sûr que la chimio fonctionne, et a priori, elle a l'air de fonctionner. Bon. Et en fait, entre-temps, on rencontre les parents dans le couloir, parce que là, on est hospitalisé en continu à l'hôpital des enfants de Toulouse, et on rencontre d'autres parents qui ont des enfants hospitalisés pour des cancers, et qui nous disent, vous verrez, là, c'est compliqué parce que c'est le flou du démarrage et que vous n'avez pas de feuille de route. Mais vous savez, les cancers pédiatriques, c'est 85% de guérison. On a beaucoup avancé. Et puis, quand vous aurez les résultats de la biopsie, on va vous donner un protocole de traitement et vous saurez où vous allez. Donc, même si c'est long, vous saurez où vous allez, il y aura des étapes, etc. Donc, tu vois, on s'accroche à ça. Et je me souviens, on arrive à retrouver un peu de joie de vivre, on fait rire Léo, on arrive, et je me souviens même d'une maman qui me dit, je sais pas, enfin, vous venez juste de l'apprendre et ça a l'air d'aller, quoi. Et tu sais, on s'accroche au truc, on dit, mais oui, ça va aller. Parce que, tu vois, c'était dramatique au démarrage, mais les nouvelles étaient plutôt dans le bon sens à ce stade. Et en fait, on a les résultats de la biopsie qui arrivent. Donc non, limite, tu vas à ce rendez-vous content de te dire, on va enfin savoir et avancer. Et en fait, on arrive au rendez-vous et les oncologues, ils nous sortent une feuille blanche et ils nous font un dessin. Tac, tac, 2 yeux, les nerfs optiques, tac, une grosse masse au milieu. Et ils me disent, ça, en fait, donc c'est la tumeur de Léo, là, c'est ses yeux. Et ce qu'on a trouvé dans cette tumeur, c'est la trace de ce qu'on appelle un rétinoblastome. Un rétinoblastome, c'est un cancer des rétines. C'est un cancer qui se soigne très bien en France. 99% de guérison. Mieux traité de tous les cancers pédiatriques. Super. Sauf que cette tumeur-là, elle a rien à faire là. Elle a rien à faire au milieu de sa tête. Elle devrait être sur ses yeux. Et donc là, le fait qu'elle soit là, ça change tout. Parce que on peut pas du tout faire les traitements qu'on fait sur des yeux. Puis surtout, on n'a jamais vu ça. Donc on va contacter Paris déjà. Enfin, ils avaient déjà contacté Paris. On va contacter New York et Toronto, où il y a des centres spécialisés dans la tumeur cérébrale et spécialisés dans les rétinoblastomes. Et puis à nous tous, on va essayer de comprendre ce qui se passe chez Léo et pourquoi ça se passe comme ça. Et les examens partent à Paris, et là on retrouve 5 tumeurs sur les yeux de Léo. Et là ils disent, ok, c'est donc ce qu'on appelle un rétinoblastome trilatéral, avec une atteinte oculaire d'un côté, de l'autre côté et au cerveau. Ce qui est rarissime, et surtout c'est jamais placé là.
c'est toujours placé sur la glande pinéale, c'est une autre zone du cerveau. Mais bon, ils nous disent que ça change pas grand-chose au problème. Dans tous les cas, c'est grave, parce que le fait qu'il y ait une atteinte cérébrale, ça, c'est un organe noble qui est touché, et donc ça complexifie tout le traitement, quoi. Et donc là, on rentre dans un truc où tous ces médecins-là vont élaborer un traitement spécifique pour Léo, en nous disant, voilà ce qu'on va faire, tac, 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 tu vois, on doit être en mai, et la fin du traitement est annoncée pour mars prochain. Donc presque une année de traitement. Par contre, il n'y aura qu'une chance. C'est-à-dire que si ça fonctionne pas, on n'y arrivera pas. Et puis, si entre-temps, on va faire des ponctions lombaires, notamment, s'il y a une ponction lombaire qui revient positive avec des traces de cellules tumorales dedans, cellules cancéreuses, pardon, alors on arrêtera tous les traitements parce que ça voudrait dire que le cancer va trop vite. Donc, tu rentres dans un truc où toutes les 3 semaines, tu as une chimiothérapie qui se fait sur Paris, qui se fait pas sur Toulouse, avec un traitement laser au niveau des yeux pour enlever les tumeurs au niveau des yeux. Et tu vois, faut jongler avec ça, les hospitalisations sur Toulouse. Et puis Tom qui est beaucoup chez mes parents et qui comprend rien, quoi. Parce qu'on lui explique que Léo est malade, mais tu vois, jusqu'à maintenant, quand on disait à Tom qu'il était malade, c'est parce qu'il avait un rhume. Donc, c'est quoi cette maladie? Donc, tu lui expliques un petit peu la différence entre une maladie grave et puis une maladie bénigne qui peut avoir lieu au quotidien. Mais on le voit très peu. Au début, c'est moi j'allaite encore. J'allaitais 15 mois, Léo, donc je suis restée beaucoup auprès de lui. Du moment où il a eu sa première opération, il n'a plus voulu prendre le sein, il était trop fatigué, donc j'ai tiré mon lait, j'ai fait un petit allaitement pendant 15 mois. Mais ce qui me demandait, moi, d'être continuellement, et puis avec les chocs émotionnels, si tu veux, j'avais des arrêts de lactation qui étaient hyper fréquents. Alors moi, j'ai plein de conseils à donner aux femmes qui ont des arrêts de lactation, parce que j'ai bien appris une chose, c'est que tu peux relancer tout le temps. Alors ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie, mais en fait, les femmes, on a des corps qui sont des machines à sauver nos bébés, et tu vois, moi, vraiment, enfin, il y a des moments où j'ai arrêté de m'alimenter, et si t'arrêtes de t'alimenter et de boire, évidemment t'as plus de lait, ou alors le choc émotionnel tellement fort que tout s'arrête, et où je me suis dit je peux même plus faire ça, tu vois. En plus, c'était un peu la double peine, et finalement j'ai réussi à chaque fois à relancer, mais du coup ça m'a demandé d'être tout le temps auprès de Léo. Donc il y avait pas d'alternance avec Bastien? Il était beaucoup avec Tom? Et Bastien était tout le temps avec nous au début, c'est-à-dire avec Léo et moi, parce que moi j'étais hyper faible psychologiquement, et que je me là-bas dans ce service, enfin je me sentais super seule, c'était dur, donc il venait avec moi beaucoup. On avait trouvé une halte garderie qui prenait Tom en journée, ce qui lui permettait d'avoir aussi un semblant de normalité, tu vois, et de rythme d'enfant normal, parce que être tout le temps chez papy et mamie, c'est pas la vie d'un enfant de 2 ans, voilà. Et en fait, à un moment, c'est devenu compliqué. Un jour, Tom m'a parlé de ma mère en l'appelant maman, et tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est normal ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire que là, ma mère prend le rôle d'une maman parce qu'il faut une maman à Tom et que je ne suis pas là. Mais du coup, il faut qu'on trouve une solution. Et donc là, on a mis en place, c'était à la fin de l'été, tu vois. Donc on avait fait 2 mois à peu près en étant beaucoup avec Léo et en voyant Tom. Tu vois, on le voyait en journée, tout ça, mais il dormait tout le temps chez mes parents, etc. Et après, on rentrait entre 2 hospices, mais 3-4 jours et on repartait parce qu'en fait, entre les chimios, t'as des phases qu'on appelle d'aplasie. C'est-à-dire où le système immunitaire de l'enfant, il est à 0. Et là, il est sensible à tout. Non, mais il chope tout. Tu chopes une gastro, t'en as pour 3 semaines sous morphine à l'hôpital. Enfin, tu vois, tout est gravissime. Donc, quand on rentre à la maison, on était obligé de mettre un peu de distance entre eux parce que il y avait un risque que Tom contamine Léo de tout et n'importe quoi. Des choses qui faisaient rien du tout sur nous pouvaient être sur Léo catastrophiques. Et en fait, fin d'été, on s'est dit, bon, maintenant, on change de mode de fonctionnement. À partir de septembre, on s'est dit, on va alterner nous. Donc, en fait, Tom a retrouvé sa maison. Et nous, on a commencé à faire de l'alternance à la maison. C'est-à-dire que Bastien faisait, par exemple, journée-nuit à la maison. Puis je rentrais, je faisais journée-nuit à la maison, etc. Et on faisait comme ça. Et donc là, on a sauvé notre famille. On a fait du mal à notre couple. Parce que par contre, tu te croises et puis tu te croises dans des états, enfin, je dis toujours que je connais pas beaucoup de couples qui seraient pas, enfin, j'en connais 0. Tu ne peux pas ne pas être atteint par tout ça parce qu'en fait, déjà, tu te vois dans des conditions dans lesquelles tu pensais jamais te voir. Et puis, tu vas tellement mal que t'as plus d'énergie pour aider l'autre. Donc, en fait, c'est chacun se survit comme il peut. Tu donnes tout auprès de tes enfants parce que ce soit Tom ou Léo, ils avaient le droit d'avoir une vie normale. Donc, il fallait donner chance. Tu vois, Léo, on le faisait rire à longueur de journée. J'ai des heures d'enregistrement de vidéos de Léo qui se marre. Et pareil pour Tom, quand on est avec lui, on n'avait qu'une envie, c'est qu'il ait une vie normale, qu'il profite, on faisait des choses, on l'amenait là où on pouvait, etc. Mais nous, là, on était l'ombre de nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets ton masque pour aller t'occuper de tes enfants et
faire un peu les clowns de l'hôpital version quotidienne. Et puis tu te couches le soir, tu te dis non mais je vais pas tenir comme ça quoi. Est-ce que tu as un suivi psychologique toi? Alors là, t'as plein de monde qui t'en propose, sauf qu'en fait, t'as pas le temps. Enfin, prendre du temps pour toi à ce moment-là, ça suppose qu'à un moment, un de tes 2 enfants est seul, tu vois. Donc moi, j'ai fait un petit peu, Bastien aussi, mais plus moi, avec la psychologue de l'hôpital des enfants. Parce que moi, c'était sur place, tu vois, je le faisais quand justement on faisait le changement avec Bastien, il restait un peu avec Léo pendant que moi j'allais voir la psy, et ça me permettait, tu vois, j'ai mis en place une fois toutes les semaines, tous les 15 jours, pour un peu vider mon sac et parler de choses dont tu peux pas parler à l'autre, parce que t'as aussi ce truc de te dire qu'il y a des pensées terribles que t'as. Tu vois, moi, par exemple, pendant longtemps, au tout début, tous les soirs, je me couchais et j'imaginais les obsèques de Léo. Tous les soirs. Et tu vois, j'imaginais un cercueil de bébé, je savais pas comment c'était, comment t'habilles un bébé. Et tu vois, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce qu'à ce moment-là, on nous disait pas que le pronostic vital de Léo à court terme était engagé. Tu vois, on était dans une démarche de traitement, on allait voir comment ça se passait, mais a priori, voilà, on n'était pas là. Et je focusais là-dessus, tu vois. Je me disais, et puis qui est-ce que t'invites aux obsèques de ton bébé? Et puis les gens, c'est terrible. Voilà. Et en fait, je chassais ces idées en permanence, mais elles revenaient comme un boomerang. Et un jour, je suis allée voir la psy, je lui ai dit, faut m'aider. C'est horrible de me coucher toutes les nuits avec cette idée-là. Et elle m'a dit, est-ce que vous vous êtes déjà autorisé à aller au bout de cette pensée? Une bonne fois pour toutes. Et je lui dis, mais non, mais c'est horrible de penser ça. Et puis j'ai l'impression de condamner mon enfant, alors que c'est tout sauf ce que je veux. Elle m'a dit, faites-le juste une fois, allez au bout du truc. Écoutez-vous et voyez où ça vous mène. Donc il y a un soir où je me suis laissée et où j'ai imaginé les obsèques de Léo dans leur ensemble, tu vois, tout. Et puis j'ai plus jamais repensé. Plus jamais. En fait, je pense que tu vois, vu que je suis quelqu'un qui aime bien contrôler, etc., j'avais besoin de me dire de quoi on se parle si ça doit arriver. Et même si ça ne te prépare à rien, au moins tu y as pensé une fois et puis voilà. Et après, je passe à autre chose. Donc oui, la psy nous a donné des petites billes comme ça pour nous aider, puis pour aussi mieux comprendre l'autre, parce que des fois, tu sais, c'est très paradoxal. T'as des hauts et des bas, et souvent ils sont pas coordonnés. Ce qui est bien en fait, parce que tu te sauves. C'est-à-dire quand il y en a un qui est très bas, l'autre il tient la route, et puis que l'autre est très bas. Mais du coup, quand l'autre est très bas et que toi ça va, des fois tu dis mais pourquoi là ça va pas, je comprends pas. Ou alors tu sors d'un rendez-vous, il y en a un qui dit c'est plutôt des bonnes nouvelles, non? L'autre il dit mais pas du tout. Tu vois, et tu dis mais enfin on était au même rendez-vous, comment c'est possible? Et tu as par exemple dans tous les rendez-vous importants, t'as une infirmière d'annonce. Ça, c'est un métier que je ne connaissais pas, que j'aurais aimé ne pas connaître. Mais quand tu prends des grosses annonces médicales, tu as toujours, en tout cas en pédiatrie, je sais pas chez l'adulte, mais une infirmière qui est là pour prendre note de ce qui se dit et pour pouvoir de manière factuelle te rappeler ce que tu as dit ou ce qui t'a été dit à ce moment-là. Parce que souvent, comme c'est un choc, tu oublies beaucoup de choses. Ouais, t'interprètes. Voilà, en fait, t'interprètes une version différente de ce qui a vraiment été dit. En fonction du mood dans lequel t'es, si tu rentres dans le rendez-vous et que t'es plutôt dans un mood positif avec de l'espoir, tu vas avoir tendance à tirer des conclusions positives alors que il y en avait pas, ou au contraire ça va pas et là tu vas tout voir en noir alors que dans l'absolu il y avait pas de mauvaises nouvelles quoi. C'est plutôt bien, c'est un garde-fou utile c'est dans ça. des moments de détresse. Donc là ça dure 16 mois. Tous les traitements. La chimio ça a été 6 mois à peu près. Et après, on a fait ce qu'on appelle une autogreffe de cellules souches. Donc ça, en fait, c'est quand on fait une chimio haute dose. Ça s'appelle des chimios très, très, très intensives qui vont détruire absolument toutes les cellules de la moelle osseuse de l'enfant. En fait, si tu ne fais pas un prélèvement de cellules souches, c'est-à-dire que tu prélèves pas avant les cellules souches de l'enfant, tu les congèles, puis tu lui réinjectes après la chimio, dans ce cas-là, il ne survivrait pas au traitement. Qu'en fait, là, tu fais un protocole où tu prélèves les cellules. Ensuite, on fait la chimio et ensuite, on les réinjecte. Et tu as à peu près 6 semaines d'hospitalisation pour faire tout ça en chambre stérile. Donc là, c'est aussi un truc dingue à vivre. C'est-à-dire que c'est des chambres où tout doit être... on peut pas vraiment dire stérile, mais en tout cas le plus propre possible. Donc, tu vis avec masque, charlotte, gants, surchaussures, blouse, H24 avec ton bébé. Moi, je pouvais plus tirer mon lait dans la chambre. Donc, j'avais une pièce qui avait été aménagée. C'était la salle de bain toilette, tu vois, pour aller tirer mon lait. Et sinon, tu es tout le temps équipé. Donc, quand tu tires sur ton masque, il faut faire attention. Tu rentres ton téléphone, il faut le désinfecter systématiquement. Chaque personne qui rentre, il y a un sas d'entrée. Enfin, tu vois, c'est un truc costaud. Est-ce que pendant toute cette période, tu as la sensation que Léo, il souffre? Non.
Léo, alors il y a eu des moments où il a souffert, il y a eu des moments où on peut pas nier que les chimiothérapies ont eu des effets secondaires lourds, des nausées, il a eu des soucis d'oralité, parce que forcément quand tu fais ingérer à un enfant qui n'a jamais eu que du lait maternel, les seules choses que tu lui mets d'autres, c'est des médicaments pas bons, et ça, faudra qu'on s'en reparle, mais aujourd'hui, les traitements pour les enfants sont pas adaptés aux enfants, donc on leur fait avaler des trucs qui sont juste infâmes. Et donc, le souci, c'est que ces enfants-là, ils ont plus envie de mettre quoi que ce soit dans leur bouche après, tu vois. Donc, moi, Léo, c'est un bébé qui a vécu avec du lait toute sa vie, qui a pas été nourri autrement, jusqu'à 16 mois. Donc voilà, il y a eu des choses comme ça, mais dans l'ensemble, c'est un bébé qui a été, je crois, très heureux, parce que déjà, on l'a jamais lâché. On lui a renvoyé toutes les ondes positives possibles. C'est-à-dire que moi, la règle d'or, c'était que personne ne pleure devant Léo. Personne. Il ne doit pas avoir de larmes, il ne doit pas avoir d'inquiétude, parce que si les tout petits ont un seul avantage à être si petits au moment de la maladie, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe et ils n'ont pas d'appréhension. Tu vois, par exemple, tu as des ados qui passent la porte du service oncologie, ils vomissent. Alors qu'ils arrivent, ils ont rien, mais tu sais, de peur de ce qui les attend. Un bébé, il passe la porte, il y a une salle de jeu, il est content d'arriver, les infirmières sont gentilles, voilà. Tes parents, ils sont là. Voilà. Il a ses repères et tout va bien. À quel moment est-ce que l'ambiance elle change et tu comprends que là, pour Léo, ça va être très compliqué? Jamais, quasiment, en fait. Donc, si tu veux, après cette greffe de cellules souches, on part pour Paris parce qu'il y a de la radiothérapie qui est prévue. Ça s'appelle la protonthérapie. C'est destiné au bébé. C'est une forme de radiothérapie, mais qui est beaucoup plus ciblée. C'est une chance qu'on a en France. On a 2 centres qui le font sur Nice et Paris et qui permet de faire le moins de séquelles possible en ayant recours au traitement par radiothérapie. Quand on fait ça pendant 6 semaines, ça se passe très bien. C'est quand même une anesthésie générale chaque matin sur ton bébé. On fait la radiothérapie et voilà. Donc là, on a amené Tom avec nous. On a pris un appartement. On était sur Orsay. Et là, l'idée, c'était d'avoir la vie la plus normale possible. Et honnêtement, on a réussi parce que justement, on avait recréé un cocon. On était tous les 4. Et finalement, notre vie était beaucoup plus normale comme ça qu'elle ne l'était pendant les mois précédents. Et donc ça s'est terminé le 16 mars. 2024. Il y a 6 mois. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, on nous dit, on nous prononce jamais le mot rémission. C'est pas le mot qu'on a eu la chance d'entendre. Mais les médecins nous disent, bon, là, c'est en bonne voie. La tumeur, il en restait un petit bout, mais elle était nécrosée. Donc ça veut dire qu'on voyait plus de cellules actives depuis un bon moment. Ils nous disent, on se laisse du temps, mais on a 3 à 6 mois de tranquillité, où vous pouvez profiter de la vie. Et voilà. Donc nous, si tu veux, on rentre de Paris en se disant, ouf, à nous la vie. On réserve un séjour, tu vois, en famille pour mai. On se dit, enfin, on va pouvoir revivre. Tom et Léo sont ensemble, ils commencent à développer une belle complicité parce que, justement, sur Paris, on a été ensemble, etc. Et en fait, tout se passe bien et mi-avril, on tombe tous un peu malades, tu vois. C'est les beaux jours qui arrivent et en même temps ça alternait froid chaud. On a tous un espèce de gros rhume là. Donc Léo chope le gros rhume. Ok. Puis tout le monde, ça passe chez tout le monde. Puis Léo, ça traîne un peu, tu vois. Alors je l'amène voir les médecins qui me disent, Madame, Léo il a eu un rhume. C'est quand même un enfant qui qui est encore immunodéprimé et qui l'a été pendant longtemps, donc il va falloir qu'il ait le temps de se remettre, quoi. Et donc ce rhume traîne et tu sais, il commence, je me souviens toujours, un jour, il sort de la sieste, on va dehors, il fait beau, on est en train de déjeuner, il vient et c'est un bébé qui avait un développement parfaitement normal, hein, j'en ai pas parlé, mais au niveau moteur, psychologique, il était parfaitement normal. Et en fait, il commence à se mettre les mains à la tête, tu vois. Et puis moi, je me souviens, mon mari n'était pas là ce week-end-là, j'étais avec de la famille. Et je dis, oh là là, j'aime pas ça, c'est bête, mais quand il se met les mains à la tête, ça me stresse. Et puis tout le monde me dit, tranquille, il y a beaucoup de soleil, il sort de la sieste, il faut ça le gêne. Enfin, on rentre et effectivement, ça va mieux. Et en fait, à partir de ce jour-là, il a commencé à montrer des signes pas de douleur, mais de mal-être, tu vois, des moments où je sentais qu'il était grognon, ou que, je sais pas, c'était un bébé, si tu veux, avant, il rigolait de son lever jusqu'à son coucher sans s'arrêter, quoi, presque, tu vois. Les médecins venaient dans la chambre écouter les rires de Léo, tu vois. Donc c'était vraiment un bébé bonheur. Et là, je sentais qu'il y a des moments un peu durs. Et en même temps, je me disais, c'est peut-être aussi son caractère qui commence à se dessiner, enfin, j'en sais rien. Donc je le montre à plein de médecins. Et la dernière semaine, on avait une IRM de contrôle qui était prévue le lundi.
Donc là, on est le lundi, je crois que c'était le 22 avril ou quelque chose comme ça. Et en fait, Léo, il est vraiment pas en forme et il se trouve que cette semaine-là, il a une autre anesthésie générale qui est prévue pour aller contrôler ses yeux. Parce que tous les mois, on montait sur Paris pour contrôler les yeux et ça, c'était prévu pour les 5 années à venir. Et moi, je dis, bon, là, on va privilégier, entre-temps, il avait fait une petite rechute sur un œil. Mais ça, c'était un truc, on nous avait dit, les yeux, ça reviendra facilement parce qu'on les a moins traités fort, on n'a pas fait de protonthérapie dessus, etc. Donc, en fait, ça reviendra, mais on le traitera au laser, il y aura pas de chimio, etc. Donc là, il y avait un petit traitement laser qui était prévu. Donc, j'avais 2 anesthésies générales pour Léo prévues, une le lundi, une le mercredi. Et moi, le dimanche, je me dis, il est vraiment pas en forme. Et tu sais, les âgés, on te dit, les anesthésies générales, on te dit, il faut quand même les faire quand ça va, parce qu'il y a des risques de désaturation, tout ça. Donc, j'appelle l'hôpital de Toulouse et je dis, écoutez, on a 2 anesthésies générales prévues cette semaine. Moi, Léo, je le trouve pas en forme. Je pense qu'on va privilégier le curatif. Et puis, on fera les contrôles un peu plus tard. Ils me disent, ok, vous avez raison. Tout ça. Cette décision-là, je l'ai regrettée pendant longtemps. Donc, on fait sauter l'IRM. On part à Paris. Et en allant sur Paris dans le train, quand on faisait toujours les voyages en train, c'était pas évident, tu vois, avec Léo qui était un peu malade et tout ça. Et en fait, il fait une crise de pleurs énorme, de sortie nulle part. Il se réveille, il fait une sieste dans le train, il se réveille, il hurle. Et il se touche la tête comme ça, tu vois. Et moi, je dis à Bastien, il va mourir. J'envoie un message à une amie à moi, je dis, il va mourir. Je dis là, il est en train de rechuter, c'est sûr. Je voulais arrêter le train, puis moi, il me dit, ça sert à quoi d'arrêter le train? Enfin, tu vois, il se met à vomir en hurlant, enfin. Tu vois, c'était tout le tableau clinique d'un enfant qui a une tumeur cérébrale. Et puis, c'est la première fois qu'il faisait ça. Donc, j'appelle Paris, l'Institut Curie où on est suivi, qui me disent, écoutez, on vous attend, on lui fait une IRM de contrôle ce soir. D'accord? On vérifie, vous venez et on lui fait ça. Donc, nous, le train arrive, vite de Montparnasse à Curie, on connaissait le trajet par cœur, on arrive, et puis là, Léo allait beaucoup mieux. Donc, les médecins le voient, et puis ils me disent, madame, ça va. Vous nous avez décrit un truc, là, nous, on a eu peur, on a failli faire une IRM d'urgence, mais là, on va pas la faire parce que vous savez, il y a beaucoup d'autres cas qui ont besoin d'une IRM en urgence. Et là, Léo, c'est pas prioritaire. Donc, on fait pas l'IRM. Donc, moi, quelque part, tu vois, ça me rassure. Je me dis, bon, s'ils font pas l'IRM, c'est qu'ils sont quand même pas trop inquiets. Puis, ils me disent, franchement, il a un état clinique, il a pas l'état clinique d'un enfant qui est en train de faire une rechute de ce genre de cancer, quoi. Ok, donc, on est mercredi. Le jeudi, on rentre et je sens que ça va pas, je l'amène chez le pédiatre. Et je dis voilà, il a fait cette crise hier. Entre-temps, on est rentré sur Toulouse parce qu'on partait le mardi, le mercredi il se faisait traiter, le jeudi on rentrait. Même le mercredi soir on rentrait. Donc, le jeudi, je l'amène chez le pédiatre. Je vois sa pédiatre habituelle qui me dit il a une grosse otite, on le voit, il a de la pression au niveau des tympans, c'est une otite, une double otite. Elle me donne des antibiotiques, elle me dit si d'ici 48 heures ça va pas mieux, vous me rappelez. Et en fait, le lendemain, donc il a fait 2 prises d'antibiotiques. J'ai une petite idée maintenant de ce que ça fait un antibiotique. Normalement, très rapidement, quand même, ça décongestionne un peu et ça va mieux, quoi. Et je dis, j'ai l'impression que c'est pire. Et du coup, elle me dit, mais attendez un peu. Je dis, je me sens pas d'attendre. Est-ce que je peux revenir? Et puis elle me dit, moi, je peux pas. J'ai une remplaçante qui va vous recevoir. Donc, je vais voir la remplaçante. Et puis, je me dis, très bien, 2 avis, c'est bien. Et en fait, pendant l'auscultation, Léo vomit. Et puis elle me dit, vous voyez, ça c'est une otite, une grosse otite, ça les fait vomir, vous savez, c'est vraiment douloureux. Et puis il a le droit d'être malade, ce petit, c'est pas parce qu'il a ce parcours-là qu'il a pas le droit d'avoir des maladies normales, ne paniquez pas. Donc on est vendredi, moi je prends l'info, ok, samedi ça va pas mieux. Et dimanche matin, je dis maintenant je l'amène au service oncologie parce qu'il y a vraiment un problème. Je vois, il pleure, j'arrive pas à le calmer, je vois bien qu'il souffre toute la journée, tu vois. Et je vais au service onco et là je vois son oncologue qui le suit depuis toujours, en qui j'ai extrêmement confiance, celle qui nous a fait l'annonce 1 an plus tôt. Et qui me dit, bon, écoutez, là, quand même, cliniquement, Léo, et puis tu sais, il pleure toute la matinée, puis on arrive là-bas, ça va, tu vois. Et elle me dit, là, cliniquement, quand même, Léo, il va bien. Vous voyez, voilà, il y a pas de, ça va, quoi. Donc, elle me dit, on va augmenter le traitement pour la douleur, parce qu'il a sûrement très mal, par contre. Puis on va cesser un peu de temps. Et la semaine prochaine, on fera une IRM. Donc, je dis, d'accord, on repart. Et en fait, sur le trajet, il fait que vomir. On rentre à la maison et il est épuisé. Il dort, mais d'une façon, tu vois, poupée de chiffon, quoi. Pas le sommeil normal. Il se met vraiment les bras en croix, il bouge plus, il est tout pâle. Alors j'appelle le service et je dis ça va pas, c'est de pire en pire. Vous lui avez donné un antidouleur hyper fort, c'est du tramadol, tu vois. Donc c'est quand même un truc et ça va pas, quoi. Et puis elle me dit je pense que c'est un effet secondaire du tramadol. Et en fait, plus ça va, moins ça va, il réagit plus quand je bouge. Et en fait, c'est en une journée. Quand tu disais quand est-ce que j'ai compris, en une journée. Et donc j'appelle 5 fois dans l'après-midi ce service. Et en fait, l'infirmière finit par me dire, je vais pas vous passer le médecin. Parce qu'en fait, on vous avait répété 3 fois que Léo avait une otite. Donc, je vais pas vous répéter la même chose. Le médecin a des patients à voir, etc.
Et en fait, en fin de journée avec mon mari, on se rend compte que Léo, il voit plus. Il est aveugle. Et qu'il n'entend plus, qu'il est sourd. Et là, je hurle dans la maison. Je dis, il va mourir, il va mourir. Je sentais, tu vois, que, enfin là, vraiment, que le truc s'était dégradé à une vitesse monstre. Et puis, tu sais, t'as passé l'après-midi. J'ai fini par faire un mail à l'oncologue en lui disant, je suis désolée de passer par cette voie-là, mais je n'arrive pas à vous avoir. Je suis très inquiète. J'ai un mail énorme avec des photos de Léo dans un état pas possible, tu vois. Et là, elle me dit, vous venez aux urgences. Et en fait, il y a une règle d'or quand t'as un enfant qui a un cancer, tu sais que tu passes jamais par les urgences. Parce qu'en fait, aux urgences, il y a toutes sortes de microbes. Et que donc, l'idée, c'est que tu ailles, tout est traité en onco. Et là, pour la première fois en un an, elle me dit, vous allez aux urgences maintenant. Donc, on va aux urgences. Il se trouve que la veille, vu que Léo allait pas bien, j'avais confié Tom à ma mère. Et j'avais une très bonne idée parce que du coup, on est parti dans tous nos états avec un bébé qui voyait plus, qui entendait plus, qui faisait que vomir, tu vois. Et en fait, là, ça allait très vite aux urgences. Au début, on a cru que c'était une réaction au tramadol. Donc, ils ont voulu appeler le centre antipoison qui leur a dit ça peut pas faire ça. Et puis, plus le temps passerait, mieux il irait. Et là, c'est pas le cas. Il avait sa fréquence cardiaque à 50, ce qui pour un bébé est extrêmement bas. Il respirait très mal, il avait une mauvaise saturation, il n'y a rien qu'à aller. Qui nous ont dit on va faire un scanner, mais on pense que c'est une rechute. Et donc, on s'est retrouvés dans la même salle que le 11 avril. On était le 28. On était dans la même salle de scanner, au même endroit. On était le 28 avril. Ouais. Un an après. Exactement. Et donc, on a fait ce scanner et quand ils sont sortis, on est descendu, ils nous ont dit, bon, on a de très bonnes raisons de penser, parce que le scanner, c'est pas hyper fiable, mais t'as une première vision. Et ils nous disent, on voit des ombres qui nous plaisent pas au niveau de son ancienne tumeur, mais dans d'autres endroits, au niveau des méninges. Donc on va le mettre dans le coma artificiel pour le soulager. On va l'opérer, lui poser une DVP, une voie de dérivation, parce qu'en fait il y a sa pression intracrânienne qui augmente et ce qu'on voyait c'était pas une otite, c'était du liquide céphalorachidien qui était sous pression derrière ses oreilles. Et donc on va l'opérer cette nuit. Donc là en pleine nuit il opère d'urgence et ils nous disent et demain on fera une IRM et on pourra vous dire ce qui se passe. Et en fait, à ce moment-là, on voit que des médecins qu'on ne connaît pas. On est en réa et le médecin de garde n'est pas un médecin qu'on connaît. Et le lendemain, il y a le médecin qu'on connaît qui vient alors qu'elle était en congé et qui vient nous dire. Donc on fait l'IRM le soir. Donc tu vois, t'as une journée entière où t'es là. Bon, après ils nous ont dit direct, ils nous ont dit quoi qu'il arrive, là, la vie de Léo, enfin les jours de Léo sont comptés. Ce qu'on ne sait pas, c'est si on se parle de quelques heures, de quelques jours ou de quelques semaines. Donc évidemment, à la fois on avait été entre guillemets préparé au fait que cette maladie-là pouvait l'emporter et en même temps on était dans une phase du traitement et de tout le protocole où il n'y avait pas de raison, tu vois. Enfin, on l'a pris quand même. Ça a été un énorme choc parce qu'on l'a pas vu venir sur ce coup-là. Donc tu passes la journée du lundi à te dire que là ton enfant va mourir, tu sais pas quand. Ils font l'IRM le lundi soir et ils nous disent qu'ils pourront nous dire que le mardi matin les résultats parce que le soir il y a personne, donc c'est le mardi que l'oncologue revient et qu'elle nous annonce qu'en fait il est en train de faire ce qu'on appelle une méningite carcinomateuse, donc c'est le cancer qui s'attaque à ses méninges et que c'est incurable et c'est foudroyant et que donc pour son bien-être on le réveillera pas. À moins que, on insiste, mais enfin, les médecins nous recommandent pas de le réveiller et là, ils te disent, bon, du coup, on va aller vers la fin de vie de Léo et vous nous direz quand vous voudrez arrêter parce qu'en fait, il était sous respirateur, quoi. Donc, tu vois, en fait, quand tu me demandes à quel moment t'as su, en fait, j'ai su le dimanche soir pour un décès le mercredi matin. Donc, en fait, en l'espace de 2 jours et demi et ça a été un truc, enfin, on a pris ça, c'est fou, quoi. C'était une météorite qui t'arrive dessus parce que si c'était le seul moment depuis justement un an, on avait un peu levé notre vigilance, entre guillemets, on s'était dit, bon, allez, un peu de répit, là. Un tout petit peu de répit. Et en fait, t'as ça qui t'arrive, voilà. Tu peux pas lui dire au revoir, en fait. Enfin, t'as pas eu l'occasion de l'avoir réveillé. Non, mais quand ils l'ont, un de mes regrets, tu vois, c'est qu'en fait, j'étais tellement paniquée quand on est arrivé aux urgences que j'ai pas pris du temps avec lui, j'étais dans tous mes états, quoi. J'avais envie de tuer le monde entier, j'en voulais à tout le monde, je comprenais pas. Mais malgré tout, quand ils l'ont endormi, je lui ai dit qu'on allait prendre soin de lui, etc. Donc si tu veux, je lui ai pas dit au revoir, mais je lui ai dit au revoir comme j'aurais souhaité bonne nuit, tu vois, parce que je savais qu'on allait l'endormir et
Et je savais que ce qui était en train de se passer, c'était gravissime. Donc, si tu veux, j'avais quand même, j'aurais pas été capable de dire ce qui allait exactement se passer, mais j'avais quand même une bonne idée de ce qui allait se passer. Et puis, en fait, du coup, il se trouve que ma belle-sœur est sur Paris et qu'on voulait quand même que les gens les plus proches puissent venir lui dire au revoir, puisqu'il était en réa, il était endormi sous respirateur, mais donc il était encore parmi nous quand même. Tu vois, normalement ils s'entendent dans ces moments-là. Donc les gens, nos parents sont venus le voir, frères et sœurs, et ma belle-sœur pouvait arriver que le mardi soir. Donc on a dit on arrêtera les machines le mercredi matin pour que on ait une nuit avec lui avant nous, et puis comme ça qu'elle puisse lui dire au revoir aussi. Et en fait là, tu sais, c'est lunaire, t'es en réa, t'as toute ta famille qui vient dire au revoir à ton bébé. Et puis là, surtout se pose la question de comment, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec Tom, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec Tom? Et ça, cette question, je me la suis posée dès le dimanche soir. Je me suis dit, comment on gère ça? Comment on gère de lui annoncer un truc pareil? Là, Et en fait, les médecins, on s'est fait accompagner par les psychologues, et évidemment les médecins de l'hôpital, qui nous ont dit, il avait pas encore 3 ans, Tom. Ils nous ont dit, il va falloir qu'il comprenne tout. Parce que si on laisse des trous, des zones de flou, il va interpréter. Et l'imaginaire des enfants, ça peut être une grosse source de traumatisme, d'angoisse, parce qu'en fait, s'il ne sait pas, il va inventer, et s'il invente, on ne sait pas ce qu'il va inventer, il peut se créer des peurs. Donc ils me disent, le mieux serait que vous le fassiez venir à l'hôpital et qu'on lui annonce ce qui se passe, que ce soit pas vous qui soyez porteur de cette nouvelle. Et tu vois, sur le moment, je me suis dit, non mais c'est hyper impersonnel de le faire comme ça. Et avec du recul, je me dis, mais évidemment que c'est pas les parents qui doivent annoncer ça. Tu te rends compte, c'est mes parents viennent m'apporter cette nouvelle-là. Enfin, c'est. Et puis en plus, on est incapable de le faire avec le sang-froid qu'il faut pour que le message passe bien. Donc on a fait venir Tom, et puis je me souviens toujours, il arrive devant le couloir de la réa là, en disant je veux voir Léo, parce que j'avais dit à mes parents, à qui j'avais même pas pu l'annoncer, c'est encore une fois mon frère qui a fait la démarche, mais j'avais dit à mes parents, vous lui dites que Léo ça va pas, mais vous lui parlez pas de mort, etc. Vous dites juste que ça va pas. Donc il est arrivé en disant je veux voir Léo, lui en plus il était habitué aux hôpitaux, enfin c'était que Léo aille pas bien, voilà, c'était pas quelque chose de fou quoi. Et donc je lui dis on va aller voir Léo, mais avant on va aller voir les médecins parce qu'il faut qu'il t'explique quelque chose. Donc on y va tous les 3 là. Tu sais, toi, lui, il court partout, il saute. Enfin, tu te dis, en fait, nous, notre monde, il s'est arrêté il y a 24 heures. Lui, c'est maintenant, quoi, que ça va s'arrêter. Et donc, on arrive dans une petite salle avec l'oncologue, la psychologue, et la psy observe et l'oncologue explique. Mais explique avec les vrais mots, tu vois. Pour la première fois, elle lui dit que Léo, il a un cancer, ça s'appelle un rétinoblastome trilatéral, que c'est très rare, que c'est une maladie très grave, qu'on a essayé de le soigner et qu'on n'a pas réussi. Et en fait, Tom, il rentre dans cette pièce et tu sais, il y a des jeux pour les enfants et il joue et il fait un bruit monstrueux avec ses jeux. Donc moi, au début, je dis, Tom, s'il te plaît, écoute et tout ça. Et la psy me dit, laissez-le faire. Puis je dis, il écoute rien. Puis elle me dit, si, il écoute. Je dis, ben non, regardez, enfin, il entend rien, il fait du bruit. Elle me dit, parce qu'il a pas envie d'entendre ce qui va se passer, mais il sait. Et en fait, au moment où le médecin dit, on va pas réussir à soigner Léo, Tom s'arrête de jouer, il lève la tête, il dit, mais moi, je vais le soigner. Donc on se dit, ok, il écoute et il comprend. Et donc là, elle lui annonce que Léo, il va mourir. Et tu vois, il se redresse et il dit, mais je l'aime, moi, mon petit frère. Et tu vois, tu te dis, putain, il a pas 3 ans. Et à entendre que son frère va mourir, il nous répond qu'il l'aime. Et tu te dis, on a réussi quelque chose quand même. Tu vois, en tant que parent, on a réussi à créer cet amour fraternel qui fait que, même si c'est même pas ce que c'est que la mort, le fait qu'on lui annonce comme ça, il comprend la gravité et sa réponse, c'est qu'il l'aime. Donc, c'est qu'il a pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Et tu vois, c'était à la fois très dur et très touchant. Et quand je te dis, en y allant, je me suis dit, son monde va s'arrêter. Mais la différence entre lui et nous, c'est que non, son monde, il s'est pas arrêté. Tu vois, il a pris cette nouvelle comme quelque chose un fait, tu vois. Tu sais, quand t'as 3 ans, en fait, on passe notre temps, nous les adultes, à donner des faits sans forcément donner de grandes explications aux enfants. Donc, il prend cette nouvelle et puis il me dit, maintenant, est-ce que je peux voir Léo, quoi? Et moi, je me dis, il va rentrer dans ce service, c'est quand même pas le service dans lequel il a l'habitude d'aller. Léo, il est intubé, c'est quand même impressionnant. Mais oui, bien sûr qu'il faut qu'il aille le voir. Et donc, il vient dans la chambre. Et puis, alors lui, ça lui fait ni chaud, ni froid de voir ses machines parce qu'en fait, la seule chose qu'il voit, c'est son frère. Et en fait, ça faisait, à ce moment-là, ça faisait 48 heures que Léo était endormi. Et il avait monté aucun signe enfin, son cœur était stable. Et quand Tom est arrivé, son cœur, il faisait que monter et il faisait que se réveiller. Léo, il avait des réveils du coma, tu vois, alors qu'il était sédaté de dingue. Et c'était magnifique parce qu'en fait, Tom, il lui a chanté des chansons, il lui a lu un livre, il s'est couché auprès de lui. Et tu vois, on s'est dit,
du haut de ses pas tout à fait 3 ans, on lui offre l'opportunité de dire au revoir à son frère, et peut-être qu'il se souviendra pas de ce moment, mais nous, on s'en souviendra. Tu vois, j'ai pris des photos. Parce que moi, c'est important que Tom, il sache, et tu vois, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je veux que Tom, il l'entende et qu'il sache toute sa vie, qu'il a été complètement impliqué dans tout ça, qu'il a été un grand frère fou. Tu vois, il nous a bluffé ce jour-là, parce qu'en fait, il a fait tout ça. Il avait quand même compris la gravité, même s'il n'avait pas compris le côté irréversible de la mort, parce que ça, à 3 ans, tu peux pas le comprendre. Et tu vois, quand on lui a dit, bon, maintenant, il faut que tu dises au revoir, il est resté une bonne heure avec Léo. Et quand on lui a dit, il faut que tu dises au revoir à ton frère, je le portais, tu sais, pour sortir de la pièce. Et en fait, il a fait un truc fou, c'est qu'il a dit au revoir à Léo. Et il a tendu les bras vers Bastien. Et en fait, il nous a regroupés, tu vois. Il nous a serrés. Ce qu'il fait jamais, c'est pas un bébé qui est très câlin. Et là, je me suis dit, c'est fou. Il a tout compris. Il a compris qu'il allait falloir qu'on soit une équipe, qu'on se serre les coudes, qu'on soit là les uns pour les autres et que, voilà, on restait ensemble, quoi. Et après, il y a eu cette nuit, le truc où tu te dis, je vais pas survivre à ça parce que demain, on arrête tout, que comment je passe cette nuit, quoi. Et on sait, les infirmières, elles ont été adorables. Avec ma belle-sœur, elles nous ont fait un petit cocon d'amour pour la nuit avec, normalement, dans une chambre de réa, t'as un fauteuil pour le parent, quoi. Et nous, on dormait à 2 dans ce fauteuil depuis 2 jours quand on arrivait à dormir. Et là, elle nous avait mis un grand lit dans lequel il y avait Léo et dans lequel j'ai pu aller avec lui, et un grand lit à côté avec mon mari. Donc, on a dormi tous les 3. Et en fait, on a passé un moment plein de douceur parce qu'on a pu lui dire plein de choses, lui dire à quel point on était fiers de lui, à quel point il nous avait appris, tu vois, parce que moi, en 1 an de combat, j'ai appris plus qu'en 30 ans de vie. Et on a pu vraiment lui dire au revoir. Et le lendemain, donc, on a arrêté les machines. Et tu vois, on est sorti de cette pièce. Je m'étais dit, je vais même pas arriver à franchir la porte de cette pièce. Et en fait, je l'ai franchie avec un sentiment d'apaisement parce que je savais que son départ, on l'avait fait en douceur, on l'avait accompagné vraiment jusqu'au bout. Et on l'a rassuré, tu vois, sur nous, sur la suite, sur lui, sur tout. Et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. C'était il y a 6 mois. Comment tu vas aujourd'hui ? Ben, je trouve que ça va parce que je suis là, tu vois, je parle de lui. C'est important pour moi de raconter cette histoire, à la fois pour le faire connaître parce qu'il a passé beaucoup trop de temps dans des hôpitaux et qu'il aurait mérité d'être beaucoup plus connu qu'il l'a été. Donc, ça me fait du bien de pouvoir faire connaître Léo, sa personne et aussi toute son histoire. Et tu vois, je suis contente 6 mois après ça fait pas tout à fait 6 mois, ça va faire 5 mois là, d'arriver à engager ces premières démarches de parler, de sensibiliser autour des cancers pédiatriques. On a beaucoup de proches, mais tu vois, il y en a peu qui ont su trouver leur place dans ce combat parce que c'est dur. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? Je sais pas quoi leur dire, j'ai peur d'être maladroit, j'ai peur. Et moi, j'ai envie au moins qu'on arrive à dire un peu à tout le monde que quand on a des proches qui traversent ça, je crois que la maladresse est préférable au silence. Et qu'il y a rien de pire que de se sentir seul, parce qu'on se sent déjà très seul, il y a une forme d'injustice profonde que tu ressens et qu'on retrouve dans le deuil après. En fait, tout ça, c'est des choses qui terrifient. Tu vois, on en parle aujourd'hui et il y a pas longtemps. Il y a un podcast qui a traité d'un sujet où il y avait un enfant qui était décédé. Et je sais pas si je peux parler de ça, mais en fait, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont dit non mais ce genre d'histoire quoi. Enfin, moi je suis là pour me divertir, je veux pas entendre parler de ça. Et moi, tu vois, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais tu vois, je m'étais toujours dit si les gens sont pas là ou qu'ils veulent pas en parler, c'est pour nous protéger. Et en fait, j'ai pris conscience que c'était aussi pour se protéger. Parce que ces histoires-là, elles sont dures à entendre, qu'elles sont d'autant plus dures qu'on a des enfants, qu'on se projette et qu'on prend conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et en même temps, tu vois, je trouve que ne pas en parler, c'est créer une espèce d'omerta. Et en fait, c'est la double peine pour les parents comme nous. Et moi, tu vois, depuis que Léo est décédé, j'ai des gens qui me parlent pas du tout, qui veulent pas me demander. Et j'ai quelques personnes qui osent me demander comment je vais, qui osent me demander comment je me sens, tu vois, parce qu'en fait, oui, évidemment, la réponse ça va pas être je vais super bien, mais j'ai plein de choses à te raconter de comment je chemine. Et du coup, je trouve qu'il faut libérer la parole, tu vois, autour de ça, et c'est un peu le truc que j'essaye moi de mettre en place. Moi, j'ai dit à mes copines, juste après que Léo soit décédé, je leur ai dit, montrez-moi ce que c'est que la vie, quoi. Quand vous avez des soirées, des anniversaires, des événements, invitez-moi. Ne vous dites jamais que c'est pas le moment pour moi, parce qu'en fait, c'est tout sauf le moment de dépérir chez moi seule. Donc, au pire, je vais dire non 9 fois, mais si je viens une fois, ça aura valu le coup de me proposer 10 fois, quoi.
Et ça, c'est quelque chose que je voudrais que tout le monde comprenne. Je crois que quand quelqu'un va mal, de manière générale, au pire, il dira non, voilà, un nombre incalculable de fois jusqu'au jour où il ira mieux, mais où on lui tendra toujours cette main. Plutôt que de se dire, bon, je le laisse, voilà, et quand ça ira mieux, il reviendra. Mais surtout dans un deuil d'un enfant, en fait, il n'y a pas un moment où on peut dire, on sort la tête de l'eau et on se dit, ça y est, ça va mieux. C'est progressif, ça prend du temps. Il y a une notion d'acceptation, de résilience qui est énorme et c'est pas évident. Et nous, on est accompagnés. J'ai trouvé une association qui s'appelle Le Point Rose, qui a été montée il y a plus d'une dizaine d'années par une maman qui elle-même avait perdu sa fille d'une tumeur cérébrale et qui s'occupe d'accompagner les parents endeuillés. Le parrain, c'est Zidane. Et on a vu plusieurs vidéos sur les réseaux autour de cet asso et moi, en cherchant, je l'ai trouvé. C'est une association qui est sur Marseille et qui accompagne les parents dans le cheminement du deuil de plein de manières, par le sport, par l'art, par des sorties, par des moments de partage ensemble pour aussi pouvoir échanger avec des gens qui ont vécu ça parce qu'il y a quand même un truc de qui peut nous comprendre à part des gens qui l'ont vécu. Et cette asso, elle fait un travail extraordinaire pour accompagner les parents. Elle accompagne aussi les parents. Moi, j'ai deux enfants que je connais du parcours de Léo qui aujourd'hui, à qui on a annoncé que il y aurait pas de traitement. Et donc, des familles qui sont dans cette phase où tu sais que on va vers la fin de vie de ton enfant, mais tu sais pas quand. Tu sais juste qu'on est à bout de traitement, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est hyper dur à entendre. Et c'est pour ça aussi que le mois de septembre d'or, il est important. Parce qu'en fait, on a besoin de financement. Les cancers pédiatriques, c'est 1% des cancers. Donc c'est très peu, Dieu merci. Mais ça reste 1%. Ça fait 2500 enfants qui sont malades chaque année. Donc là, en 2025, il y aura 2500 enfants chez qui on va diagnostiquer un cancer. Ça peut être tous les enfants. Ça peut être le mien, ça peut être celui de ma voisine, ça peut être celui d'une amie, tu vois. C'est pas que chez les autres. Et parmi ces 2500, il y en a 80% qu'on va guérir. Mais il y en a 20% qui vont décéder. Ça fait 500 enfants, tu vois. 500 enfants, tu te rends compte du nombre de classes que c'est. Et moi, je me dis, c'est beaucoup trop. Tu vois, il y a une phrase qui dit, les enfants d'abord, toujours, quoi qu'il arrive. Et pourquoi dans la santé, dans le cancer, on fait pas ça? Parce que c'est une trop faible population par rapport au global. Et Septembre d'Or, ça a été mis en place par l'Institut Gustave Roussy pour justement aller chercher des financements pour à la fois trouver de nouveaux traitements, mais aussi travailler sur l'impact des traitements sur la vie des enfants, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements qu'on utilise pour les enfants qui sont en fait des traitements d'adultes, dont on adapte juste la posologie. Et ça, c'est dramatique parce que du coup, les conséquences sont lourdes. Quand on te dit à 50 ans que du coup, avec ce traitement, tu vas être stérile. Bon. Mais quand on te dit ça à 6 mois, tu vois. Non, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as repris le travail? Comment est-ce que aujourd'hui tu vis ta vie avec Tom, avec ton mari? Alors jusqu'à fin août, là, jusqu'à la rentrée, en fait, on s'était dit qu'on se laissait un peu tranquille cet été. Enfin, en fait, on se laisse tranquille tout court dans le sens où on se met pas de pression et on a la chance d'être en France et d'avoir beaucoup d'accompagnement. Au niveau de, il y a quelque chose par exemple dont on parle très peu, mais les assurances prêts permettent quand on traverse des crises comme ça de nous accompagner sur le financement de nos maisons pour de pas décaler. avoir, voilà exactement, de mettre des choses en place en tout cas pour pas avoir de trop lourdes charges financières. Donc l'aspect financier grâce à tout ça et grâce aux assos qui peuvent aider si besoin, etc. est plutôt géré. Donc on s'est dit on se fout un peu la paix, le temps de sortir la tête de l'eau. Et tu vois moi fin août là j'ai dit bon Tom il va rentrer à l'école, qu'est-ce que je fais? Et j'ai commencé à regarder un petit peu les offres d'emploi. Moi, j'étais compte clé, donc je faisais de la négociation dans l'agroalimentaire. Je me suis un peu retournée vers ça. Et en fait, j'ai passé un premier entretien sur un poste qui correspondait à tous mes critères. Et tu vois, tu te dis, bon, comment j'explique 2 ans de trou là juste sur un CV, parce que c'est le premier filtre. Comment je fais pour expliquer ces 2 ans de trou? Et donc, j'ai mis un petit encart en haut de mon CV avec le petit logo des cancers pédiatriques et le petit nœud or, où je marque que j'ai passé les 2 dernières années à accompagner mon fils dans sa maladie. Et puis après, je me suis dit, oui, mais ils vont se dire qu'ils vont jamais m'embaucher parce que ça veut dire qu'à tout moment, je peux repartir. C'est une réalité. Il y a 5 ans de rémission pendant lesquels on sait que on a l'épée Damoclès au-dessus de la tête. Donc, dans mes lettres de motivation, j'ai pris le parti de dire à la fin que mon fils était décédé. Ce qui est dur, tu vois, parce que tu dis, ça n'a rien à foutre ici. Et en même temps, tu te dis, je m'évite aussi des questions un peu compliquées au moment des entretiens qui peuvent me déstabiliser. Et puis, je donne du sens. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait ça. J'ai été appelée par une grosse société. Et j'ai passé l'entretien. Et au bout de 2 minutes d'entretien, elle m'a demandé ce qui se passerait si mon fils rechutait.
Donc déjà, ça m'a fait penser qu'elle n'avait pas lu ma lettre. Et puis surtout, j'ai été hyper déstabilisée. Je lui en ai reparlé ensuite. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Admettons, mon fils n'est pas décédé. Qu'attendez-vous de moi? Que je vous dise, vous inquiétez pas, s'il rechute, la nounou l'amènera en chimio. Le travail d'abord. Voilà. Non, mais évidemment que en plus, tu vois, on vit avec ça, les parents qui ont des enfants malades. Moi, j'ai une amie que je me suis fait pendant ce parcours qui est en plein dedans. Sa fille est en rémission. Pour le moment, tout va bien et on espère que tout ira bien pendant longtemps. Mais en attendant, elle peut garantir à personne et surtout pas à elle-même que les prochains mois seront entre guillemets tranquilles. Et tu vois, cette question-là d'un employeur, tu te dis... Et je me suis dit, tu vois, j'en ai parlé à ma psy, parce que évidemment, je suis suivie par une psy maintenant. Elle m'a dit, en fait, vous pourrez retourner dans le monde du travail le jour où vous serez prêt à affronter tout ça parce que personne ne prendra soin de vous. C'est à vous de prendre soin de vous et de savoir d'être suffisamment forte pour encaisser tout ça. Et tu vois, ça aussi, je trouve ça dur. Je me dis, waouh, c'est dur parce que tout le monde s'accorde à dire que ce qu'on traverse, c'est la pire chose qui puisse arriver dans une vie. Mais je pense que la personne qui m'a posé cette question, elle avait peut-être un enfant, tu vois, c'était une femme. Et tu te dis, et bon, je lui ai dit après, on s'est reparlé, elle s'est excusée, elle m'a dit c'était maladroit, effectivement, j'avais pas lu la lettre, je me suis pas rendu compte, mais tu vois, moi, ça m'a fait prendre conscience qu'un gros groupe, là, maintenant, tout de suite, non. Et j'ai un ami qui a monté une société et qui m'a proposé de prendre la direction commerciale, donc là, je suis doucement en train de me mettre sur les rails, mais quand tu sors de la vie active à ce point-là, et que tu vas dans un monde parallèle comme ça, t'as l'impression que le travail, ça devient une espèce de TGV qui te passe devant et qu'il faut te raccrocher. Et tu vois, moi, j'ai toujours après mes études, j'ai enchaîné les boulots, j'ai jamais eu de pause, puis j'étais dans une dynamique d'évolution assez standard, tu vois, tous les 3 ans, je prenais une promotion, tout allait bien. Et là, d'un coup, tu te dis, il faut retrouver du sens à ce que tu fais. Je retourne pas, finalement, tu vois, vers l'agroalimentaire parce que c'est trop loin de tout ce que j'ai vécu. Là, ces derniers temps, je me vois plus aller négocier une référence d'un produit laitier pour un rayon, tu vois, aujourd'hui, même si ça sert l'un dans l'autre, quand ils pensent, c'est aussi eux qui fournissent la nourriture des hôpitaux et tout, mais c'est trop abstrait pour moi. Donc je m'étais dit, soit je vais dans le médical, mais ça c'était avant que Léo décède. Maintenant que Léo est décédé, je me dis, je peux pas, psychologiquement, pas maintenant en tout cas. Soit je vais dans le plaisir et je travaille soit dans l'événementiel, soit dans tout ce qui est hôtellerie, vacances, etc. pour, tu sais, être dans le plaisir des gens et voilà. Donc c'est plutôt vers ça pour le moment. Tu sais, une de mes meilleures amies, elle a perdu son bébé pendant la grossesse et elle m'a dit après, maintenant, je veux que du beau. Voilà, c'est ça. J'ai besoin de choses qui me font que du bien, en fait. Ouais, exactement. On peut plus s'infliger les petits tracas. Ce à quoi on s'obligeait avant, parce que voilà, la vie est comme ça aujourd'hui. Exactement. Elle sait à quel point le prix c'est précieux, la vie. C'est ça. Qu'il faut en profiter. Ton rapport avec Tom, aujourd'hui, est-ce que t'es très très inquiète? Est-ce que c'est difficile de souffler? Comment tu vis? Pas autant que ce que je pensais. Tu vois, ça m'a fait très peur. Je me suis dit, je vais plus... Enfin, en fait, non seulement t'as ton histoire, mais tu es aussi confrontée à toutes les autres dans ces milieux-là. Tu vois, tu passes 1 an quasiment à vivre dans un service d'oncologie pédiatrique, quoi. Donc, je n'ai eu que des histoires de mamans qui se sont fortement inquiétées, que personne n'a cru, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était gravissime et qu'il fallait, passer par le même parcours que nous, avec parfois la même issue. Du coup, je me suis dit, mais moi, dès qu'il va me dire qu'il a mal aux jambes, je vais penser qu'il a une leucémie. S'il a un truc qui gonfle, je vais penser qu'il a un sarcome. S'il a mal à la tête, je vais penser qu'il a une tumeur cérébrale. Et puis, t'es dans l'hôpital des enfants. Donc, tu vois aussi les grands brûlés, tu vois aussi les traumas, Donc, effectivement, en fait, tu perds complètement ta naïveté. Tu l'as plus jamais. C'est-à-dire celle de croire que parce que c'est tes enfants, parce qu'ils sont plus petits que toi et parce que c'est dans l'ordre des choses, il leur arrivera rien de grave. Ce sera à toi et pas à eux. Aujourd'hui, je sais que c'est faux. Et c'est aussi pour ça que je dis toujours, voilà, moi, une amie qui me dit aujourd'hui, mon enfant, il a de la fièvre depuis 1 semaine à 40 et tout le monde me dit que c'est rien parce qu'on trouve pas. Mais je lui dis, en fait, tu vas chercher et tu vas aller le faire bilanter et tu lâches rien. Et si lui, il te dit qu'il trouve pas ce médecin-là, tu vas en avoir un autre, jusqu'à ce que quelqu'un creuse vraiment et qu'on donne une explication parce qu'il y en a une. Tu vois, on n'a pas, rien, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que ça, dans le médical, quand même, ça a souvent du sens. Donc, j'avais très peur de mon inquiétude et finalement, ça va. Ça va parce que je crois que j'ai aussi appris à profiter de l'instant présent, tu vois, et à me dire, en fait, là, tout va bien. Donc, j'ai à la fois ce truc de savoir qu'il peut arriver quelque chose à Tom, et puis alors moi, la politique de la foudre ne tape pas 2 fois au même endroit, j'y crois pas non plus du tout, parce que j'ai vu des foudres taper plusieurs fois au même endroit et fort.
Donc, si tu veux, j'ai cette hyper vigilance. Tom, en ce moment, il grandit, tu vois. À chaque fois qu'il monte les escaliers, il me dit qu'il a mal aux jambes, mais à chaque fois, ça résonne en moi. Et en même temps, c'est un enfant de 3 ans. S'il voit que ça a trop d'impact sur moi, il va aussi se servir de ça pour, tu vois, c'est un enfant de 3 ans, donc faut pas non plus lui donner des billes sur les inquiétudes que tu peux avoir, sinon il peut aussi en jouer pour attirer ton attention et tout ça. Non, ça va. Dans l'ensemble, disons que dès qu'il y a quelque chose qui me paraît bizarre, là où avant je disais j'attends un peu, maintenant rapidement je vais consulter. Et puis rapidement, on me fait une place parce que c'est le pédiatre qui suivait Léo, qui suit Tom, et qu'ils savent que je suis inquiète et que ça fait aussi partie de leur métier de rassurer des parents. Alors on n'est pas chez le pédiatre toutes les semaines, mais tu vois, voilà, là on a dû y aller 2 fois depuis le décès de Léo, alors qu'avant on y allait 1 fois par an. Mais ça va quand même. C'est pas obsessionnel. Je me couche pas inquiète pour Tom. Et j'ai une dernière question. T'as beaucoup évoqué le fait que avec ton mari, Bastien, ça a été complexe. Au début, vous étiez pas en phase parce qu'il te croyait pas. Après, du bien accepter que ton intuition était forte. Ensuite, vous êtes rentrés dans ce rouleau compresseur de vous croiser. Ensuite, vous avez dû affronter ensemble le deuil de votre enfant. Comment est-ce que vous survivez ensemble? Alors, tu vois, notre médecin généraliste, il nous a dit, quand Léo est décédé, on allait le voir comme ça, tu sais, t'es face à lui. On fait quoi maintenant? Et il nous a dit, en fait, là, votre navire familial, il s'est complètement renversé. Vous êtes tous tombés à l'eau. Léo est décédé, Tom est dans l'eau, vous êtes dans l'eau. Il va falloir que vous acceptiez que chacun trouve le moyen de rejoindre le rivage, à sa manière. Donc, il y en a un, il va partir en crawl, mais après, il va se fatiguer, il va nager un peu plus doucement. Il y en a un, il va mettre longtemps à se construire un radeau, par contre, quand il va partir, il va y aller vraiment. Et puis, il y en a un autre, il va décider de partir tout doucement, et il va y aller tout progressivement. Et en fait, l'essentiel, c'est de vous retrouver sur le même rivage à la fin. Tu vois? Et ce truc-là, quand il me l'a dit, ça m'a paru super clair. Effectivement, je crois que, et c'était déjà le cas pendant la maladie, mais encore plus pendant le deuil, il faut sortir du jugement de comment fait l'autre par rapport à toi, et sortir de ce truc de mais tu fais pas de la bonne manière, parce que tu sais, on croit toujours qu'on fait mieux ou qu'on a plus réfléchi à la façon dont on s'est fait. En fait, chacun fait comme il peut. Il faut accepter ça, faut se foutre la paix mutuellement et se dire aussi qu'on peut pas réparer un couple tant que les 2 individus sont pas réparés. Tu vois, un couple, c'est 2 personnes et s'il y en a un des 2 qui va super mal, tu pourras faire tous les efforts que tu veux. Il faut que les 2 aillent bien pour faire un couple. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est foutu la paix, tu vois, Bastien, il s'est mis dans le sport, au taquet, voilà, là, il prépare le marathon de Toulouse, et il a toujours été sportif, donc ça lui fait aussi du bien de retrouver ça, qu'il avait perdu. Moi, je me suis mise un peu, voilà, dans tout ce qui était associatif, à essayer de trouver un peu ma place pour aider. J'ai aussi retrouvé ma place auprès de Tom, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Là, aujourd'hui, je retrouve un peu le chemin d'emploi parce que j'en sens le besoin. Bastien, il est pas encore à ce stade-là. Et tu vois, on s'est laissé un peu tranquille. Et puis aussi, faut pas oublier, quand on était à l'hôpital, on était enfermés pendant 1 an quasiment dans une chambre, tous les 2 avec un autre enfant malade, tu vois. T'as quoi à te raconter à la fin de la journée quand t'as passé ta journée à essayer de mettre ton masque de clown et de faire du bien à ton enfant. Et en fait, t'es lessivé et puis t'as plus rien à te raconter. Et puis, tu sais, cette admiration que tu peux avoir pour l'autre, tout ça, enfin, dans la vie normale, tout s'aplatit un peu. Et là, tu vois, c'était ce week-end, on a fait notre premier week-end à 2 depuis très longtemps, puisque ça faisait 5 ans qu'on était mariés. Et tu vois, c'est la première fois qu'on se retourne et qu'on se dit quand même, quand on s'est promis qu'on serait ensemble pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Et je peux t'assurer qu'il y a 5 ans, quand on s'est promis ça, on mesurait pas qu'on pouvait traverser tout ça. Et aujourd'hui, on est abîmés. C'est clair que, tu vois, rester ensemble, c'est un choix. C'est-à-dire que là, plus que jamais, c'est un vrai choix avec ses conséquences de se dire, OK, on reste ensemble, on ne se lâche pas, parce que ça veut dire, pardonner, accepter, aller au-delà, patienter, tu vois, alors que il y a des moments où tu te dis, c'est encore compliqué, on va encore se compliquer la vie à essayer de rester ensemble, et en même temps, tu vois, on a fait une telle équipe jusqu'à maintenant qui a fonctionné. Je veux dire, nos enfants, ils ont été heureux, même Léo, il a été heureux pendant 16 mois. Tom, pendant tout ça, c'est resté un enfant qui était heureux, il l'est encore aujourd'hui. Et tu vois, lui, il a grandi dans ce mode où ses parents ne travaillaient pas, étaient que là pour leurs enfants, et du coup, pour lui, la famille, ça fait qu'un bloc pour Tom, et c'est essentiel. Et donc, on se dit, on doit être au niveau maintenant. Il faut continuer, on doit être au niveau de Léo, on doit être au niveau de Tom. Et puis, ça veut dire quoi, tu vois, de se séparer suite à la maladie de Léo? Comme si il avait été responsable, ce qui était arrivé était responsable. Et la maladie, elle nous a pas pris assez. Tu vois, un enfant, on va aussi lui laisser notre couple, notre famille.
Donc non, là pour le moment on se bat et on s'aime. Et même si c'est dur, on a envie en tout cas d'avancer ensemble. Merci beaucoup Amélie. Je crois que je le sais que c'est très important qu'on puisse parler des petits-enfants qui sont décédés, de dire leur prénom à haute voix. Tu l'as bien expliqué aux familles qui entourent. Si vous êtes dans cette situation-là, dites les prénoms. Parlez de Léo, si c'est le prénom. Je sais que je fais toujours moi avec mon amie Lucie, avec Tennessee, qu'on réalise pas, nous les parents, à quel point juste dire le prénom, c'est déjà énorme. Ouais, les faire exister en fait. Merci beaucoup, Amélie. Je t'en prie, merci à toi.